Bonus Trax. Si la prélogie nous parlait d'Immaculée Conception, les jumeaux Skywalker, eux, ne sont pas nés dans les choux. Et alors que notre monde s'empare petit à petit des questions qui gravitent autour de la sexualité, celui de notre saga préférée lui emboîte logiquement le pas. Sexualité, identité de genre et Star Wars, c'est tout de suite dans l'Outrider. Pour en parler avec moi aujourd'hui, il y a Phobos. Hello. J'avais envie de dire comme d'habitude, mais on ne t'a pas entendu depuis un certain temps, donc on est content de te retrouver à bord de l'Outrider. Est-ce que ça va ? Eh bien écoute, ça va bien et je suis très contente d'être là aussi. Et on est très content, encore plus content de retrouver quelqu'un que vous connaissez, mine de rien, plutôt bien, puisque c'est un habitué de l'Outrider. C'est Lane, l'historien de Star Wars Universe. Comment vas-tu, mon cher Lane ? Comme un dimanche matin, hein, tu m'as fait lever très tôt pour ce podcast. Ah bah direct, ça balance. Je t'en remercie, ça me permet de faire plus de choses dans ma journée. Alors, un merci à toi, un merci à Phobos, et merci pour l'invitation pour ce podcast. Eh bien avec plaisir, on se retrouve d'ailleurs dimanche prochain, 8h30 pour l'Outrider numéro 39, puisqu'on est déjà au numéro 38, dans lequel il y a une dernière invitée qui s'appelle Manon, du podcast Talk You. Est-ce que tu peux te présenter, ma chère Manon ? Bonjour à tous, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc moi j'ai créé Talk You Podcast. Alors c'est écrit TALQ parce que talk comme parler en anglais et Q comme le cul en français parce qu'on parle beaucoup de cul mais on a du mal à parler de sexualité en général. Du coup c'est le but du podcast, libérer cette parole sur la sexualité en interrogeant tout type d'entrepreneur au sens large sur la sexualité, toute personne qui réfléchit à la sexualité d'aujourd'hui et de demain. Donc ça va de créateurs de start-up dans ce milieu-là, dans la santé, dans l'éducation, dans le plaisir, à des acteurs, des actrices porno, des réalisateurs, réalisatrices, des gens qui créent des jeux de société pour s'éduquer là-dessus, des cosmétiques, plein de choses, mais toujours liées à cette sexualité-là. Et bientôt, on aura des formats un peu plus témoignages. Mais voilà, je voulais montrer aussi les gens qui travaillent là-dedans parce que c'est un vrai domaine, c'est une vraie industrie aussi. Ouais, complètement. Je sais que j'ai été un petit peu absorbé par ton podcast quand on me l'a suggéré pour l'invitation. J'ai écouté plusieurs des épisodes et à chaque fois je découvrais, y compris, voilà, par exemple, tu parlais des jeux de société, donc c'est très intéressant cet épisode-là, du coup, et des gens qui, comme tu dis, il y a tout un spectre, de l'éducation au plaisir pur. Donc je vous recommande d'aller écouter ce podcast. Alors peut-être pas maintenant, voilà, on va passer quand même quelques minutes ensemble avant que vous enchaîniez, mais voilà, on en reparlera de toute façon à la fin pour faire un petit peu de promo. Mais là j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet en te demandant comment tu as découvert Star Wars, Manon, puisque c'est la question bizutage un petit peu. Bon, il y a pire comme bizutage, mais... Ouais, il y a pire. Franchement, j'ai un premier souvenir de Star Wars au cinéma et et le problème c'est que c'était en anglais sous-titré, donc ça devait être à sa sortie. C'est vous qui avez les dates en tête, ça devait être vers 98-99, c'était quoi la sortie là, de Star Wars ? La menace fantôme. Ouais, ça devait être pour la menace fantôme, épisode 1, exactement. Et du coup, évidemment, le sous-titre, je comprenais rien. C'était pas, même si j'ai quand même été éduquée à la science-fiction par mon père, j'avais pas aimé, quoi. Premier abord, je comprends rien, quoi. Et en fait, après, évidemment, je pense que j'ai plus grandi, comme pas mal de gens de ma génération, avec la prélogie. Et bêtement, jeune ado, on trouve Anakin très beau. Et alors qu'après on se rend compte que c'est pas du tout l'histoire d'amour qu'on a envie d'avoir, mais voilà, après je pense que j'ai été vraiment immergée, j'ai vraiment découvert cet univers grâce à la prélogie et j'ai revu plus récemment la trilogie originale, si je puis dire, et c'est ça que j'ai aimé. Après moi je m'imprègne plus de l'univers en général, surtout de la musique et les costumes, etc., que le souvenir de chaque histoire, chaque intrigue entre les personnages, même l'intrigue générale politique. J'ai mis très longtemps avant de me rendre compte de son importance. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le revois, je redécouvre un truc, c'est ça qui est génial avec oui, avec c'est la cet beauté univers. de Star Wars. Mais je suis content que tu aies pu du coup revoir
j'imagine, redécouvrir des trucs, et aussi via le spectre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la sexualité, y compris aussi un autre sujet un peu connexe qui serait l'identité de genre. Mais on va parler de tout ça. Mais avant, on va se faire une petite intro, quand même tranquille, on va y aller doucement, vous inquiétez pas. Ici, on ne fait pas les choses comme ça dans la brutalité, on va y aller en douceur, et je vais vous poser une petite question pour commencer. Je vais la poser d'ailleurs à Lane, qui a l'air de s'ennuyer derrière sa webcam. Alors du coup, je lui pose la question, mon cher Lane, où tu situerais Star Wars sur le spectre de la sexualité par rapport aux autres franchises, par exemple, je ne sais pas, James Bond, Avatar, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Matrix, tous les trucs avec lesquels on a grandi ici, on est des enfants des années 90 en tout cas. J'ai découvert Star Wars un peu avant ces autres sagas que tu cites. Donc moi, à l'âge où j'ai découvert Star Wars, il n'y avait pas du tout cette notion de sexualité qui me venait à l'esprit, tout simplement. Donc moi, j'ai vu Star Wars en tout cas pour la trilogie originale et la prélogie comme une fresque épique, donc quelque chose qui se rapprocherait un peu du Seigneur des Anneaux. Donc il y avait la question se posait même pas pour moi, la question de la sexualité se posait même pas. Et ensuite, donc j'ai grandi, je me suis intéressé un peu plus à Star Wars via des œuvres annexes qui se passent autour des films. Et là, je grandis, les œuvres osent davantage de choses. Donc la sexualité dans Star Wars a commencé, on va dire, à m'intéresser. Et puis, récemment, on a eu la postlogie où je sais pas si c'est parce que j'ai grandi ou pas, mais j'estime que la sexualité devient presque prend une part plus importante dans cette post-logie que dans la trilogie et la prélogie, peut-être parce que j'étais aveugle à cette époque-là et que je ne suis plus aujourd'hui, mais moi je vois plus un monde qui s'ouvre sur ces questions-là, et donc les films aujourd'hui plus récents sont peut-être un peu plus orientés sur cette question-là que l'étaient les précédents il y a plusieurs décennies. Ok, et toi Phobos, qu'est-ce que t'en penses ? Où est-ce que tu places Star Wars ? En fait, je trouve que Star Wars reste très très prude, comme tu l'as dit, Lane. Je pense que de ce côté-là, on peut le rapprocher du Seigneur des Anneaux, où il y a très peu de références, en tout cas explicites, à une forme de sexualité, alors que par exemple sur des franchises, alors pour le coup quand même très familiales, type Pirates des Caraïbes, on a quand même une scène scène d'amour entre Elizabeth et Will Turner, même dans le Harry Potter, t'as des sous-entendus qui sont un peu plus explicites que ce qu'on a pu avoir dans Star Wars. Et puis après, c'est vrai que si on compare à des franchises qui sont un petit peu plus adultes, type Matrix ou James Bond, où là, la sexualité est quand même abordée de manière hyper frontale, c'est vrai que Star Wars paraît très, 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 très prude, mais en fait, pas tant que ça. Je pense qu'on pourra l'explorer un petit peu plus. Mais c'est vrai que il y a très peu, en fait... d'évocation de la sexualité en tant que telle dans les films Star Wars. Ça dépend ce qu'on définit par sexualité. Tu vois, je vais faire exprès de jouer sur les mots, mais moi, je l'ai vu dès la prélogie. Pas parce que, par ce moment, on parle d'histoire d'amour, ou même si je connaissais pas exactement, je me rendais pas encore assez bien compte de toutes les règles de notre attachement, etc. des Jedi. Genre, je me rendais bien compte que cet attachement, cette relation amoureuse naissante et potentiellement sexuelle, on les voit quand même dans leur chambre, Anakin et Padmé, est un problème. On voit que la sexualité et les relations amoureuses ensemble sont présentées comme un problème. Donc, sans pouvoir mettre les mots dessus, je ressentais quand même qu'il y avait un problème à ce niveau-là à l'époque quand j'ai regardé Star Wars et je l'ai revu du coup plus récemment comme ça. Et après, ce qui est marrant, c'est que j'avais cru comprendre que comme vous le présentez Star Wars comme un film family friendly, pour moi c'est aussi son rôle quand même. Ça a tellement d'influence sur les gens que ils ont des responsabilités sur les messages qui passent, et la sexualité ça fait partie de la vie, et l'amour aussi, et franchement détacher l'amour de la sexualité c'est un peu compliqué de nos jours, donc ils font quand même passer des messages malgré eux, et c'est là où je trouve que c'est assez intéressant dans ce qu'ils ont fait dans la post-logie du coup, et c'est vrai que là pour le coup j'ai beaucoup moins regardé et je connais beaucoup moins, mais ce que j'ai pu remarquer c'est le fait qu'ils introduisent potentiellement de nouvelles types de relations, des personnages un peu moins genrés, un peu moins caricaturaux dans le
de ce qu'est un homme ou une femme. Et ça, c'est intéressant. C'est pas énorme comme pas, mais pour moi, c'est déjà, c'est déjà pas mal le fait qu'ils aient permis aux fans, à tous les spectateurs de se poser la question de est-ce qu'il va y avoir une relation homosexuelle ? Ça peut être cool. Et du coup, ça permet, à partir du moment où ça engendre la discussion, et pour moi, alors dans le bon sens, souvent c'est quand même mieux que de faire un scandale, mais ils vont dans le bon sens, quoi. En tout cas à ce niveau-là de la sexualité. Ça reflète un peu plus le monde, je pense que c'est ce qu'on entend dans vos 3 explications. Et après, je fais un petit parallèle avec Le Seigneur des Anneaux qui va revenir d'ailleurs en série sur Amazon, et où on nous a dit déjà qu'il y aurait du coup de la sexualité, et ça a fait, pas forcément scandale, mais ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que les gens disaient mais dans les films et dans les bouquins il n'y a pas spécialement de sexualité, mais voilà, aujourd'hui la fantasy c'est... l'archétype c'est Game of Thrones, et donc il y a peut-être besoin aussi de refléter, même dans une fantasy un peu à papa, un peu à l'ancienne, réinjecter ou retravailler un peu cet aspect-là de la chose, ce qui peut être intéressant. Mais alors du coup j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, c'est quoi votre argumentaire? J'ai bien aimé ce que tu disais Manon, dans le fait qu'il y a une responsabilité, mais est-ce que du coup à votre avis Star Wars se cache derrière son côté familial, ou est-ce que c'est autre chose? C'est peut-être une peur de mal faire, je sais pas si vous avez un petit peu des pistes de réflexion là-dessus, ou si c'est juste parce que à la base c'est pour les enfants, donc il faudrait surtout pas parler de sexualité parce que les enfants ne comprennent pas. Vous sentez l'ironie dans ma voix? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ce qui intéressait spécialement George Lucas quand il a fait ses premiers films, et après c'est vrai qu'on retrouve toujours cette espèce de fausse pudeur à l'américaine autour de la représentation de la sexualité. Et aujourd'hui, forcément, vu que c'est dans le giron Disney, on va pas se mentir, ils ont des guidelines assez précises auxquelles ils se tiennent en termes de ce qu'on a le droit de représenter, en termes de nudité, en termes de représentation justement de l'homosexualité, des choses comme ça. Où faut oublier que c'est une boîte qui est très attachée à ses valeurs un peu chrétiennes, conservatrices. Et donc je pense pas qu'on verra beaucoup de cul dans l'avenir de Star Wars de manière officielle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand ils ont passé beaucoup de choses en mode Legends, donc qui n'est plus dans le canon, il y a beaucoup de choses qui traitent à la représentation de la prostitution dans Star Wars, par exemple, qui sont passées en mode Legends. Donc on l'oublie un petit peu et on repart de zéro, et on arrête de mentionner un petit peu tout ça. Mais du coup, on a le droit de décapiter un alien et de ramener sa tête sur une table, mais on n'a pas le droit de parler de sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas une petite hypocrisie là-dedans, mon cher Lane? Je pense qu'il y a un truc qui fait peur à beaucoup de scénaristes et de réalisateurs de films Star Wars et de séries. C'est cette notion, et je crois que tu es un spécialiste là-dessus, Thibaut, d'héritage de George Lucas. Et d'héritage de ce qu'est Star Wars, de ce qui est considéré comme Star Wars. Et il y a très peu de ces personnes qui travaillent sur les films, les séries, qui osent sortir des sentiers battus par George Lucas, et qui osent proposer quelque chose un peu en dehors de cet héritage, un héritage considéré à raison ou tort, chacun est libre de donner son avis là-dessus, mais je pense qu'il y a une volonté de rester dans ce qu'était Star Wars et pas forcément de faire évoluer Star Wars. Ça s'est vu avec certains réalisateurs de la post-logie, ça peut se voir avec certaines séries télé. L'avenir nous montrera si les séries télé oseront plus dans certains domaines. Oui, bien sûr, je pense à la sexualité, l'homosexualité, ce genre de choses. Même si on a déjà eu, je pense avec Rogue One, de nouveaux thèmes abordés, ou en tout cas de nouvelles manières de faire des films Star Wars abordés. Alors, j'espère qu'un jour on aura une représentation un peu plus débridée des personnages qui composent cet univers dans les productions vidéo ludiques, puisque heureusement dans tout ce qui est la littérature Star Wars, la sexualité et les différents types de sexualité et de genre sont
sont abordés aujourd'hui. Donc ce que j'entends, c'est que c'est quand même un sujet, voilà, pour l'avenir de Star Wars, un terrain sur lequel Disney pourrait s'engager, mais on va un petit peu en reparler de toute façon au cours de ce podcast. Juste pour rebondir dessus, je pense que... Enfin, là, je le ramène à tout ce que j'ai pu entendre dans mes podcasts. Pour moi, Disney, c'est comme toute entreprise, en fait. C'est pas... En plus, moi, c'est vrai que j'ai jamais considéré Star Wars comme pour les enfants, peut-être pour les jeunes, pour les ados à la limite, mais c'est pas un film pour enfants. La preuve, je me suis ennuyée quand j'étais au cinéma, quand j'étais petite, mais alors j'ai adoré après, mais bon, je suis pas le meilleur exemple, mais en fait, c'est comme toute entreprise. Ils ont des investisseurs derrière. Je connais pas exactement comment ça se passe derrière, qui est impliqué dans quoi chez Disney. Je connais pas trop la machine, mais outre le fait qu'ils soient américains, c'est une histoire d'investisseurs derrière qui dit oui ou non à ce genre de scène ou pas. Et évidemment, après, ça vous connaissez mieux, du coup, le respect de l'œuvre originale et aussi la peur peut-être de décevoir les fans qui ont, j'ai l'impression, en écoutant tes podcasts, beaucoup d'influence quand même. Mais pour moi, c'est clairement peut-être la première barrière, c'est évidemment une éducation chrétienne, mais surtout une histoire d'investisseurs derrière. Est-ce qu'ils nous suivent ou est-ce qu'ils nous suivent pas, quoi, je pense. Mais justement, revenons un petit peu sur le côté éducation chrétienne, rentrons dans le vif du sujet avec la sexualité dans le monde de Star Wars, parce que si on parle d'héritage de George Lucas, de comment il a construit son univers, c'est vrai qu'effectivement, au sein des 6 premiers films en tout cas, on a une forme de pudeur qui est assez évidente, puisqu'on nous parle de sexualité de manière assez détournée. Alors on sait que voilà, les jumeaux Skywalker ne sont pas nés dans les choux, puisqu'il y a une scène d'accouchement, donc avant l'accouchement, il se passe quelque chose qu'on appelle la sexualité, en principe, sauf pour Anakin lui-même. Donc là, on est encore dans le côté immaculée conception, racines chrétiennes, etc. Et du coup, il y a un exemple, ou voire 2 exemples, qui incarnent très bien tout ça. C'est les Jedi et les Sith, qui sont un petit peu de tradition, on pourrait dire, cléricale eux aussi, et donc où l'attachement et la passion seraient interdits, ou nuancés. Alors c'est un truc... qui d'après Lucas lui-même n'est pas forcément un vœu de célibat ou de chasteté, mais si on reste dans le canon des films, quand même, ça a l'air assez limité. Ce qu'on peut faire, comment toi, Manon, tu vas garder un petit peu la parole, tu as revécu Star Wars quand tu t'es intéressé à ce prisme-là, parce que tu nous as spontanément parlé des Jedi et de ce non-attachement, ça te choque quelque part, j'ai l'impression. Ah, je pose des questions un petit peu... un petit peu Jean-Jacques Bourdin comme ça. Non, ça choque. Enfin, ça choque pas, mais forcément, ça te fait poser des questions, sachant que c'est selon l'âge auquel tu regardes le film, enfin, même peu importe l'âge, en fait, t'essayes de... On est beaucoup à essayer de faire des transferts, de savoir dans quel personnage quel personnage on serait. Et donc forcément, si tu te projettes dans un Jedi, t'es là, mais est-ce que j'aurai suffisamment de foi en la Force pour ne pas m'attacher à tel ou tel personnage ou autre personnage qui, ça je trouve, n'existe pas, mais que toi t'imagines quand tu te fais tes propres films de toi dans Star Wars. Donc, t'es obligé de te poser la question à toi, spectateur, est-ce que je serais capable de faire vœu de, pas forcément chasteté, mais au moins de non-attachement et de toute ma vie me marier avec la Force, finalement, entre guillemets. Mmh. Donc, t'as le droit au plan cul, mais c'est tout, quoi. Voilà, et encore, le plan cul, c'est dangereux. Enfin, tu pourrais t'attacher. C'est dangereux. Et c'est après, en me renseignant, parce que je crois pas, j'ai pas l'impression que ce soit explicite dans les films, dites-moi si je me trompe, si j'ai compris que les Sith, pour eux, c'était plus clair, ils avaient le droit à des relations sexuelles, mais pareil, encore une fois, pas le droit à l'attachement, parce que pour le coup, ce serait une source de faiblesse aussi. Donc, pour le coup, ils sont un peu d'accord, je trouve, hein, les deux côtés. C'est une forme de faiblesse du côté des Jedi et du côté des Sith. Pas pour les mêmes raisons, évidemment. Mais j'avais l'impression que c'était plus clair. Alors pourquoi ? Moi, je te renvoie à la question. C'est ça que j'ai pas compris dans Star Wars.
pourquoi les Sith, ils ont plus le droit à la sexualité, comme si c'est les méchants un peu, et la sexualité c'est mal, donc ils ont le droit. Enfin, je sais pas, tu vois, je l'ai un peu vu comme ça. Spontanément, je le lis comme ça aussi, mais j'ai envie de me tourner vers l'historien à cette table et de savoir un petit peu comment lui lit. J'allais dire, comment tu vis, toi, Lane, tu vois, la sexualité en tant que Sith. Mais non, je sais pas pourquoi j'avais envie de poser cette question, mais comment toi, t'as perçu ce truc-là? Parce que moi, effectivement, je trouve qu'il y a un côté très caricatural au sens où les Sith ils sont dans la passion, donc le sexe c'est passionné, donc mais attention, pas d'attachement non plus, parce qu'on pourrait venir chercher ta girlfriend ou ton boyfriend et le menacer et faire de toi tu vois, quelque part un pantin, et ça serait vraiment pas être un bon Sith que de faire ça, mon cher Lane. C'est exactement ça, en fait. Ils ont une forme de sexualité, mais pour les mener à leur fin, c'est-à-dire que les hommes sont ce qu'ils sont, ils sont faibles par nature, suivant les doctrines Sith, et donc c'est très facile de les manipuler via la sexualité, de les manipuler via leurs envies, leurs besoins, etc. Et donc on peut voir chez le Sith une personne qui n'hésitera pas à utiliser le sexe comme une arme pour manipuler une personne, pour la rendre folle, pour obtenir quelque chose d'elle. Et donc ils sont beaucoup plus débridés sur cette notion-là parce que ça fait partie de leur arsenal de Sith. Là où les Jedi, eux, comme on l'a dit, techniquement, si on suit les doctrines, ils devraient avoir droit au plan cul, mais un plan cul, voilà, ça peut mener à un attachement chez la personne. Donc ça reste quelque chose de pas d'interdit, mais dans les doctrines, dans les lois, c'est même pas des lois, elles sont pas écrites dans le marbre, mais on évite de le faire quand même. C'est une forme de tradition un petit peu dans l'univers de Star Wars, et puis c'est vrai que les films, comme Manon le rappelait, explicitent pas forcément ces relations-là, c'est souvent l'univers étendu, qu'il soit canonique ou Legend, qui a un petit peu apporté de la nuance. D'ailleurs, quelque part, la règle de célibat, de non-attachement, elle est ultérieure à la trilogie originale, puisque dans la trilogie originale et par la suite dans ce qui avait été écrit dans l'ancien univers étendu, voilà, Leia était Jedi, mais elle s'était mariée avec Han Solo, elle avait eu des enfants, Luke avait eu des enfants aussi. C'est que la prélogie en fait qui nous a rappelé qu'à la base les Jedi ils sont pas censés s'attacher, ou alors selon des règles un peu particulières et une forme d'hypocrisie qui du coup partagent avec les Sith, mais d'une autre façon. C'est un petit peu bizarre tout ça quand même, mais ça me rappelle aussi ce que tu disais, Lane, cette idée que notamment un personnage féminin aurait pu tenter dans les premiers écrits du 7e épisode le futur Ben Solo, Kylo Ren, vers le côté obscur. Donc ça aurait vraiment été une femme qui aurait utilisé sa sexualité pour l'amener de ce côté-là. Donc c'est vraiment le côté femme fatale un peu vieux jeu, et ça aurait été quand même un peu bizarre, mais c'est vrai que spontanément ça veut dire que le point de départ du set ça aurait été la sexualité. C'est intéressant, d'autant plus que le visuel qui avait été imaginé pour ce personnage féminin, c'était le visuel de Dark Talon en Legend, et Dark Talon a fait à peu près la même chose avec le descendant de Luke Skywalker en Legend. Elle a eu une relation sexuelle intime avec Cade Skywalker pour essayer de le faire passer justement du côté obscur. Donc il y a vraiment une forte inspiration pour l'épisode 7 qui avait été envisagé en puisant dans des comics Star Wars qui existaient 10 ans plus tôt, quoi. Mais j'ai envie de parler du coup des Twi'lek, puisque Dark Talon c'est une Twi'lek, c'est l'une de ces femmes extraterrestres avec des espèces de longues tentacules sur le crâne qu'on appelle Phobos. Des Leku. Exactement, mais voilà, petit lexique pour vous auditeurs et auditrices. Est-ce que les Twi'lek sont pas aussi un bon exemple de l'hypocrisie à la Star Wars ? Je balance un petit peu de contenu et après je vous laisse en discuter, parce que moi je vois effectivement ce côté femme fatale, je vois le fait qu'elles sont souvent sexualisées et peu vêtues, qu'elles soient d'ailleurs Jedi ou Sith, du côté ou du mauvais côté de la Force selon là où on se place, et on voit que c'est un stéréotype qui est expliqué même dans l'ancien univers étendu, et qui persiste quand même dans l'univers canonique, où souvent quand on représente la prostitution, voire même le trafic en fait d'êtres humains, on prend d'êtres extraterrestres en l'occurrence, on prend des Twi'lek. Est-ce que ça c'est pas un peu bizarre, hein, notamment de voir ça dans Clone Wars, qui est un show pour les enfants là pour le coup, Phobos en tant que membre fondateur du parti de libération des Twi'lek, j'ai envie de te poser la parole. En fait, je pense que les Twi'lek, le traitement des Twi'lek représente bien en réalité la manière dont la sexualité est principalement abordée dans Star Wars, c'est-à-dire très souvent sous l'angle de la violence et ou du travail du sexe.
puisque en vrai, un des passages les plus sexy, et qui est resté d'ailleurs dans l'imaginaire geek commun, c'est tout ce qui se passe dans le palais de Jabba, dans l'épisode 6. Où on a Leia en costume d'esclave et bien sûr les fameuses danseuses Twi'lek qui sont enchaînées et qui sont des esclaves de Jabba qui sont là pour le divertir. Ce qui est d'autant plus... qui pose un petit peu question parce que d'ailleurs les Twi'lek sont historiquement joués par des actrices asiatiques ou noires dans l'univers Star Wars, donc voilà, c'est pas forcément toujours de très bon goût, n'est-ce pas ? Et surtout, ces pauvres Twi'lek sont canoniquement réduites en esclavage un petit peu partout dans la galaxie. Et on les retrouve très fréquemment, peu vêtues, alors que ce soit dans des rôles un petit peu de go-go danseuses ou de prostituées dans certains épisodes de Clone Wars, ou carrément en tant qu'esclaves. Et c'est pas besoin d'aller chercher très très loin pour comprendre que le sous-entendu c'est esclaves sexuelles, puisqu'elles sont légèrement vêtues, toujours dans des épisodes de Clone Wars. Il y a tout un arc là-dessus d'ailleurs assez sombre où Anakin et Ahsoka sont en undercover sur une planète d'esclavagistes, et Ahsoka se fait passer pour une esclave et elle se retrouve donc dans un petit bikini dans une cage avec un méchant qui lui dit « Ha ha ha, bientôt tu seras à moi ». Enfin bref, il y a... Voilà, les sous-entendus sont quand même assez sombres. Précisons qu'elle a 14-15 ans, quoi, en plus, Ahsoka. Oui, voilà. C'est vraiment l'âge où c'est la padawan d'Anakin, qu'elle est très jeune. Et c'est des représentations, en fait, de la sexualité dans Star Wars qui sont les plus fréquentes. Ça pose quand même un petit peu question. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une autre... carrément question. J'ai retrouvé une autre anecdote aussi, justement, qui se passe dans le palais de Jabba. Alors, maintenant, c'est Legends. Mais voilà, juste après avoir capturé Leia et l'avoir réduite en esclave, Jabba offre Princesse Leia à Boba Fett, qui est donc le chasseur de primes qui l'a capturée, et il lui offre Leia pour la nuit en mode « vas-y, amuse-toi ». Sauf que Boba Fett lui dit non, je vais pas te toucher, moi je suis contre le viol, je trouve que c'est absolument atroce et tout, si tu veux je dors par terre, je te laisse mon lit, y a pas de souci. Good guy Boba Fett. Voilà, donc on apprend une autre facette de Boba Fett, mais ça montre encore une fois que les rares représentations de sexualité tournent encore une fois autour de la violence dans l'univers Star Wars. Et voilà, j'espère vraiment que à l'avenir, on aura des représentations un petit peu plus positives, parce que, comme tu le soulignais, Manon, je pense qu'il y a une vraie responsabilité en fait dans les images, dans les messages que des œuvres aussi célèbres véhiculent. Et ça serait bien d'avoir une vision un petit peu plus positive de la sexualité, parce que jusqu'ici c'est assez sombre, quoi. Manon, je te vois lever un sourcil, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est un gros sujet, en tout cas pour ma part, et sur comment Star Wars influence la sexualité dans le monde réel. Juste pour rebondir sur la prostitution, qui est l'une des seules formes de sexualité vraiment... Alors, c'est même pas la prostitution consentie volontaire, là, c'est de l'esclavage, donc c'est du trafic humain, de Twi'lek plutôt. Mais pour le coup, ça représente une réalité qui existe. Alors, à la limite, est-ce qu'on peut dire que c'est bien ou pas ? Au moins, Star Wars, là, représente la prostitution. Ça existe dans la réalité. Je pense que, quitte à représenter le négatif, justement, il pourrait se permettre de représenter aussi une forme de sexualité bien plus positive. Et pour contrebalancer et montrer à quel point ce qui se passe dans Star Wars n'est pas évidemment normal, et que c'est du trafic humain, même si c'est des Twi'lek. Donc ça, c'est un sujet à part. Et le problème, c'est que en fait, c'est l'une des plus grosses sources d'inspiration de porn et Star Wars. Par exemple... et même la scène typiquement avec Leia, c'est cet ensemble en fait. Il y a tout dans cette scène. Il y a Leia dans une plus petite tenue que d'habitude, vraiment sexualisée, en esclave, donc dans une position de soumission, plus les danseuses et prostituées. Les gros mecs bien gras autour, même s'ils n'ont pas forme humaine, parce que non, les humains font pas ça, évidemment. Donc dans cette scène, il y a vraiment tout, et en fait, on les retrouve, les Twi'lek,
pas dans tous, mais quasiment dans la plupart des pornos qui s'inspirent de Star Wars. Alors juste pour faire un aparté vraiment sur les pornos, peut-être qu'on y reviendra, mais ça commence, je crois que le premier c'est 1977, donc juste après la sortie du premier Star Wars de la trilogie, qui s'appelle Star Babe. Après, on va avoir Starship Heroes, Star Wars The Last Temptation, avec une parodie avec Adriana Chechik, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas. Apparemment, elle est très, très connue. Il y a une parodie aussi porn qui reprend même Star Wars Underworld. Donc, si j'ai bien compris, c'est une série qui n'est jamais sortie. Et où dedans, alors tout ce que j'ai pu voir, c'est vraiment quasiment que des scènes de Twi'lek avec deux mecs, souvent des Stormtroopers. Donc après, je pense que moi je connais pas assez ce qu'aurait dû être Star Wars Underworld pour comprendre pourquoi c'est toujours représenté comme ça, mais vraiment elles sont surutilisées dans l'univers porno, et de temps en temps quand même on voit du coup Ahsoka, la plus connue entre guillemets je crois des Twi'lek, et qui pour le coup peut avoir une forme un peu plus dominante, qui est sexualisée d'une manière un peu différente puisque c'est une héroïne Jedi, mais il y a vraiment une analyse encore plus poussée, je pense, à faire c'est fou comment, selon si on est une Twi'lek lambda et une Twi'lek Jedi, et bah, du coup, on n'est pas utilisé dans la sexualité exactement de la même manière. En tout cas, dans la pornographie. Donc voilà, il y a j'ai pas envie de dire beaucoup trop, mais beaucoup d'inspiration de la pornographie dans Star Wars. Et ce qui est aussi très intéressant pour rester sur la pornographie, c'est que du coup, j'ai découvert qu'il y avait une journée dédiée à Star Wars, qui est le 4 mai, pour May the 4th. Tout à fait. Et apparemment, il y a une augmentation, alors j'ai pas le chiffre exact, mais vraiment une augmentation énorme dans les recherches sur tous les tubes, etc. Donc les gens aiment bien faire des branlettes thématiques apparemment. Et donc on a le top 3, en gros, c'est Leia, Rey et Ahsoka Tano. Et évidemment, ça a changé un peu l'ordre. Rey remonté récemment parce que avec la sortie des derniers films, mais évidemment c'est principalement des personnages féminins qu'on voit qui sont héros entre guillemets, personnages principaux des pornos, qui sont au centre, et derrière ils vont être cachés derrière enfin si, on voit quand même du Dark Vador, mais et un peu de Han Solo, mais Han Solo très peu, alors que c'est peut-être le personnage le plus charismatique et le plus sexualisé dans les personnages masculins. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement. Yes. Et on est bientôt le 4 mai, donc pensez-y. Je ne connaissais pas cette anecdote, vous l'avez entendu ici en premier. Merci pour ça, Manon. Effectivement, on reparlera un petit peu des pornos Star Wars, parce qu'il y a une riche histoire, comme tu l'as un petit peu suggéré avec ces différentes anecdotes. Je précise d'ailleurs qu'il est vrai qu'Ahsoka Tano a aussi des lécous sur la tête, mais elle n'est pas une Twi'lek. Je crois que l'historien, notre cher Adrien, aurait voulu le remarquer. Je fais la remarque à sa place. C'est quoi le nom de la race d'Ahsoka? C'est les Togruta, c'est ça? C'est les Togruta, exactement. Grosse erreur de ma part. Et ça n'empêche que les Togruta sont représentés aussi comme de la même manière que les Twi'lek le sont. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les Jedi, parce que on a deux exemples, on va dire, de principaux de Jedi Twi'lek Togruta, donc c'est Aayla Secura et Ahsoka Tano, et toutes les deux elles ont beau ne pas être des esclaves sexuels, elles ont toutes les deux quand même des tenues légères, alors même que ce sont des Jedi. Et ce que je trouve encore plus un peu creepy, notamment dans ce que tu disais sur les recherches sur Ahsoka Tano, encore une fois, Ahsoka Tano, c'est une enfant, c'est une adolescente, et ce qui est d'autant plus creepy, c'est que sa représentation, plus elle grandit, plus elle se retrouve vêtue. La tenue la plus légère qu'elle a, c'est sa première apparition, c'est les 2 premières saisons de Clone Wars, et ensuite elle a des jupes un peu plus longues, le haut de son corps est un peu plus couvert. Au début, elle a juste un genre de bandana autour de la poitrine. Après, elle va avoir donc des tenues plus longues, et une fois qu'elle sera adulte, son corps se retrouve totalement couvert. Et c'est un peu comme l'autre Jedi Togruta qu'on connaît, c'est Shakti. Elle est adulte et elle a tout le temps été couverte. On n'a jamais vu un bout de peau en plus chez Shakti. Donc il y a vraiment une forme d'hypocrisie, une forme un peu creepy sur la représentation, même chez les Jedi, des Togruta et des Twi'lek.
Mais même Ayla Secura, d'ailleurs, s'est retrouvée dénudée dans un artwork plus ou moins officiel préfacé par Lucas lui-même. C'est un artwork qui s'appelle Sleeping Ayla, que vous pouvez googler si vous voulez voir. Et c'est donc la Jedi Ayla Secura qui est en train de dormir à poil. Voilà, parce que c'est ça qu'on veut quand on cherche des artworks Star Wars. Donc ouais, ces pauvres Twi'lek n'échapperont jamais au male gaze, je crois. C'est un très bon exemple pour parler de la sexualité dans Star Wars, mais on va peut-être essayer de rentrer vers d'autres formes de représentation, peut-être un peu plus positives, parce que comme l'avait dit Lane en tout début de podcast, souvenez-vous, Star Wars avec ses nouveaux films se fait un petit peu plus l'écho de nos questions du moment en tant que société, en tant que gens qui commençons à avoir des questions sur la sexualité. Star Wars embraye un petit peu là-dessus, et on a vu plutôt récemment, en fait, depuis le rachat par Disney, malgré le fait que ça soit Disney, que on a un Star Wars qui se sexualise. Alors je le dis avec des guillemets, je vous laisserai en discuter, mais on peut penser par exemple au fait que Kylo Ren soit apparu torse nu dans The Last Jedi après on va dire 2 ans en fait, voire même peut-être un petit peu plus de fétichisation de ce personnage, où on le voit d'abord masqué dans l'épisode 7, puis quand il enlève son casque, on se dit mais finalement le mec est plutôt BG, plutôt ténébreux, un peu mystérieux, c'est pas ton vilain typique à moustache pas beau. Donc c'est vrai on a vu à ce moment-là, Rian Johnson s'est fait un petit peu l'écho de tout ça, mais qu'il a voulu travailler un petit peu cette espèce de fantasme en fait. Alors du coup, est-ce que c'est un fantasme au même titre que sa mère l'était quand elle était dans sa tenue d'esclave? Je ne sais pas, peut-être pas encore, mais il y a un vrai truc autour de ça. Il y a aussi la multiplication des romans young adult qui généralement en fait proposent des histoires un peu, on dirait, coming of age, donc où la sexualité est forcément abordée. C'est un peu de la même manière que Phobos parlait de Harry Potter tout à l'heure, forcément il grandit d'épisode en épisode, donc il y a un moment où la question de la sexualité se pose, même si elle n'est pas abordée frontalement. On voit des exemples du coup qui se multiplient, et je voulais savoir ce que ça vous inspire, et je vais commencer par Lane, tout sourire. Alors oui, comme tu le dis, aujourd'hui il y a une forme un peu plus débridée, en tout cas dans les œuvres annexes. Tu disais que c'est pas montré frontalement. Il y en a certaines, on est quand même à 2 doigts. Je pense à Étoile perdue, un roman qui est sorti vraiment au tout début du rachat, où on a presque des scènes de préliminaires et des scènes post-coït où les deux adolescents sont encore nus dans les bras l'un de l'autre. Donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus frontal qu'auparavant, parce qu'auparavant ça se faisait un petit peu dans les comics. Je pense encore une fois à Star Wars Legacy que j'ai mentionné tout à l'heure avec Dark Talon, où on avait des scènes on va dire post-coït, mais ça restait quelque chose d'assez rare dans l'univers Legend, même si encore une fois moi ce qui m'a toujours choqué, le premier exemple que je suis capable de citer sur de la sexualité dans Star Wars vraiment fort, c'est encore une fois avec des adolescents, notamment un adolescent, le fils de Luke dans l'univers Legend, qui a 14 ans, et il y a une jeune fille qui va presque utiliser le chantage sexuel pour le faire avouer quelque chose en lui faisant un massage très sexualisé sur l'ensemble du corps. Donc je trouve ça encore un peu gênant. J'ai plus le nom de l'auteur, mais il avait écrit 2-3 trucs un peu dans ce style. Ouais, je me souviens dans quelle saga c'est, mais je peux pas citer le livre précisément. Je crois que c'est dans Exil, mais après l'auteur, ça doit être Troy Denning. Après, là, juste une petite question. Du coup, là, dans cette scène-là, les deux ont à peu près le même âge, ou il y a vraiment une différence La fille doit avoir dans les 24, 25 ans. Ah oui, clairement, donc on est clairement dans un gros souci là. Ok, d'accord. Mais bon, pour une fois, c'est dans ce sens-là, mais c'est pas forcément mieux, mais ok. Et justement, la fille est à moitié passée du côté obscur, donc on a vraiment ce côté Sith. Bon, c'est pas vraiment une Sith, mais on a ce côté Sith qui va utiliser la sexualité pour arriver à ses fins. Mais est-ce que toi, t'as repéré des exemples ou des choses qui t'ont amené à penser, tiens, on rentre sur des terrains qu'on a un petit peu désertés jusqu'à présent et que tu as trouvé ça plutôt encourageant? Est-ce que tu as des exemples positifs à nous citer? Donc au-delà d'une forme de sexualité entre adolescents du même âge qui est abordée maintenant dans pratiquement tous les
tous les romans jeunes adultes, on nous présente maintenant d'autres formes de sexualité. Donc, pratiquement dans chaque livre BD Star Wars, il y a un personnage ou une personnage homosexuel. Donc, avec ou sans romance. On commence à avoir des personnages, donc pour l'identité de genre, transsexuels, des personnages non binaires, donc sans genre défini ou gender fluid. Et aussi très récemment, la sexualité donc commence à être abordée. En tout cas, ça a été abordé dans un premier roman qui sort à la fin du mois en français chez Pocket. Ok, c'est un roman de la Haute République, c'est celui de Claudia Gray ? C'est ça. C'est En pleine ténèbres de Claudia Gray. Ouais, ok, très bien. Qui avait du coup, qui a pas mal, j'ai envie de dire, travaillé un petit peu le terrain ces dernières années sur ses bouquins à elle, où elle aborde souvent en fait cette question. Elle aborde souvent la sexualité, et c'est la première fois qu'elle va aller, on va dire, dans le spectre LGBT. Pour l'instant, c'était d'autres auteurs qui avaient introduit des personnages homosexuels, transsexuels, etc. Et là, Claudia Gray, voilà, introduit le premier personnage asexuel de l'univers, même si la question ouverte se pose sur la plupart des Jedi, sur une forme d'asexualité ou en tout cas d'aromantisme chez eux. Ouais, super intéressant. Est-ce que, Manon, toi, t'as relevé des trucs en revoyant les films, peut-être les nouveaux films notamment, qui t'ont un petit peu... je sais pas, dit que les choses avançaient dans le bon sens. Tu l'as un petit peu déjà dit tout à l'heure. Ouais, comme je vous disais, c'est vrai que c'est ceux que je connais le moins, alors que c'est les plus récents, parce que je les ai moins re-regardés peut-être aussi, et ils m'ont moins attiré peut-être à cause de la patte Disney. Je sais pas, je suis pas experte, mais je trouvais que le grain du film avait changé, que il y avait plus d'efforts, trop d'efforts parfois faits sur les micro-relations entre personnages, mais du coup on approfondissait encore moins qu'avant, et ça, je pense que ça m'a un peu embêtée. Après, j'ai l'impression qu'on a joué sur l'aura des acteurs plus que des personnages en soi, notamment avec Kylo Ren. Enfin, c'est pas Kylo Ren qui nous attire le plus en soi, c'est plutôt l'acteur qui est en dessous en général. Enfin, c'est lui qui a fait c'est autour de lui qu'on a fait toute une histoire de sexualisation, je pense. Après, oui, j'ai quand même remarqué, comme on le disait là, qu'il y a le simple fait que ça laisse l'imagination et que ça laisse la possibilité d'avoir plus de relations non hétéros et qu'il y ait plus d'inclusivité dans les personnages et dans leur genre. Oui, c'est une très très bonne chose, et j'espère qu'ils vont plus le pousser, parce que je crois que ça se voit que la communauté, la plupart des gens qui ont regardé Star Wars et qui est fans de Star Wars aiment bien ce côté-là aussi, si je me trompe. Phobos, toi, qu'est-ce que t'en penses de ces derniers films, et ce que t'as vu aussi peut-être dans le reste du canon ? Il y a peut-être un petit peu plus de sous-entendus, je pense, dans Solo notamment, où on nous explique que Lando, il couche plus ou moins avec son droïde, et que d'ailleurs, c'est canon qu'il est pansexuel, mais en fait, c'est jamais dit dans le film autre que il se tape pas que des humains. Mais voilà, on sent qu'il y a des toutes petites pistes à droite à gauche, et puis après c'est vrai qu'on peut aussi lire en termes de symbolique. Par exemple, l'épisode 8 est assez chargé sur le côté découverte du désir, de l'attirance pour l'autre à travers la relation que Rey et Kylo entretiennent, et qui culmine à traiter de manière plus ou moins bien dans l'épisode 9 avec le baiser qu'ils partagent, mais on reste dans quelque chose d'assez tragique, parce que Ben Solo meurt juste après ce qui semble être son premier et du coup son dernier baiser, donc c'est quand même assez triste, et que encore une fois on nous montre pas spécialement d'histoire d'amour satisfaisante. Il fait pas très bon être amoureux dans Star Wars en fait. Mais il y a beaucoup de petits, comme tu dis, de petites rêves, et je pense que c'est là où on voit qu'on a passé un cap, mais je me demande si c'est pas presque plus insultant, plus frustrant que de vouloir assumer une forme de pudeur, parce que je pense, effectivement dans Solo il y a beaucoup de références à ça, mais il y a aussi beaucoup de vannes des acteurs, de Donald Glover, du casting, qui va dire Lando il est pansexuel, il se tape tout le monde, mais tu sais c'est fait sur le ton de la blague en interview, et du coup tu fais mais il y a des vrais gens qui s'interrogent là-dessus en fait, et qui voudraient avoir une réponse plus définitive que juste une déclaration par-ci, une référence par-là.
Je pense même à l'épisode 9 où on a ce qui est peut-être un ancien plan cul / une ancienne copine de peau. Et du coup, le dernier plan ensemble, c'est au fait, est-ce que, enfin, tu vois, maintenant que la galaxie est sauvée, on s'isole dans un coin de la base pour, voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté de, maintenant, c'est canonique que les personnages ont des relations sexuelles dans Star Wars, et c'est pas juste pour se reproduire, ou on n'en parle pas que à travers ce prisme-là. Mais d'un autre côté, on va pas te montrer des trucs qui sont vraiment intégrés au récit. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que bon, après, je sais pas si c'est intéressant ou pas. Moi, j'ai toujours, de mon point de vue de mec qui écrit un petit peu et tout, je me dis toujours, bah, c'est dommage parce qu'au final, on a cette impression que si les personnages avaient une sexualité, ça les rendrait moins intéressants ou plus fragiles, ou tu vois, il y a un truc assez bizarre là-dedans. Et ouais, je sais pas trop où ça se positionne en fait maintenant. On verra après, comme Lane l'a suggéré. D'ailleurs, si tu as des exemples, après, je te repasse la parole. Mais il y a plein de personnages qui arrivent avec avec une nouvelle représentation de la sexualité, de nouvelles sexualités aussi, des nouvelles identités, mais je pense qu'il ne faut pas forcément leur demander que ça soit consommé à l'écran ou dans les pages, mais parfois j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté, on le fait pour que les fans s'attachent, ou que ça soit une petite cacahuète comme ça qu'on jette, mais ça va pas beaucoup plus loin, et même parfois ça peut... Pour moi, ça frise un peu l'exotisme quand tu dis bah ouais, dans la galaxie Star Wars, il y a plein de gens qui peuvent avoir des genres différents, il n'y en a pas que deux, et oui, bien sûr, il y a des gens homosexuels, il y a des gens trans, il y a des gens... Mais en fait, ouais, mais du coup, si c'est juste un perso par-ci, un perso par-là, est-ce que c'est... J'imagine que c'est un début, enfin je pense que c'est un début, mais je sais pas trop où ils pourraient aller. Est-ce que vraiment ils vont continuer à multiplier ces personnages? Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas c'est pas forcément les personnages de premier plan, mais il y en a de plus en plus. Je pense à un personnage qui est vraiment de premier plan et qui gagne toujours en importance, c'est Aphra. Je pense pas que Lane me corrigera, et qui est peut-être du coup le meilleur exemple de perso où ça a réussi, et le perso prend de l'importance, j'ai envie de dire de manière un peu vulgaire, mais malgré son identité sexuelle qui n'est pas forcément celle à laquelle on pouvait s'attendre, ou qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Est-ce que tu peux nous donner 2 mots sur elle, mon cher Lane? Afra, donc elle a été introduite dans un comics Dark Vador par Kieron Gillen. Donc bon, quand on commence un comics par Kieron Gillen, on sait qu'il va y avoir un certain spectre LGBT dans l'histoire. Donc au début, la sexualité d'Afra est pas du tout abordée. C'est même pas le sujet de l'histoire. On voit qu'elle hésite pas à lancer des petites piques un peu tendancieuses à Luke ou Anne, mais plus sur le ton de la manipulation, parce que bon, Afra, c'est pas un personnage qui est tout blanc, au contraire. Et puis après, au fur et à mesure de l'histoire, on découvre que elle a une ex, et puis elle va aller jusqu'à manipuler une autre femme pour arriver à ses fins. Elle va plus ou moins sortir avec. Donc comme Afra s'émancipe ensuite dans cette série, et que c'est une des plus grandes manipulatrices qui existent, oui, sa sexualité va prendre une part importante, puisque ça reste une de ses manières pour manipuler les gens et arriver à ses fins. Et donc, comme Afra est un personnage lesbien, elle va avoir un certain nombre d'aventures avec ses ex, notamment, qui vont intervenir de plus en plus dans les comics qui la mettent en scène. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que la série continue encore aujourd'hui, et donc cette forme de sexualité reste présente mois après mois dans les pages de cette BD qui, je pense, puisque la série continue de plaire au public. C'est un exemple pour toi, ou est-ce qu'il faudrait aller vers d'autres choses, multiplier Est-ce que c'est un bon template à suivre, peut-être, ou pas? Je suis pas de ces personnes qui disent qu'il faut que chaque héros soit bisexuel, LGBT ou que sais-je. Qu'il y en ait un dans chaque œuvre, c'est très bien, parce que ça participe à la représentation. S'il y en a 2-3, c'est très bien aussi. Je veux dire, moi quand je sors avec mes amis, on est 2-3 à être LGBT. Donc oui, c'est un modèle à suivre, mais j'ai envie de dire pas pour la littérature, parce que pour moi elle fait sa part des choses, mais pour les futures œuvres vidéoludiques, pour les films, parce que tout ce qu'on a eu aujourd'hui dans les films, c'est un petit bisou lesbien en arrière-plan dans l'épisode 9, qui dure même pas 2 secondes, et qui a
été coupé au montage dans certains pays un peu plus rétrogrades. Ouais. Et le seul autre exemple que j'ai, c'est le jeu vidéo Star Wars Squadron, qui a mis en scène pour la première fois dans un média vidéo, jeu vidéo, un personnage non binaire, et pour moi ça a été la joie d'entendre à l'oral, vraiment dans mon casque pendant que je jouais au jeu, l'utilisation du pronom Yel pour désigner ce personnage. Donc c'était une forme de validation de ce pronom et aussi de ce genre dans l'univers Star Wars. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'on se souvient qu'il y a un autre personnage non binaire, il me semble, qui avait été traduit mal traduit en fait en VF dans un bouquin, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si ça a été corrigé depuis, mais il y a eu cette affaire-là. Je sais pas si le bouquin a été réimprimé, mais il a été genré Yel a été genré au masculin. Et donc oui, ça a été remonté, ça a fait un petit tollé, notamment l'auteur anglais du roman qui a pas été content envers Pocket. Depuis, le directeur de publication Star Wars a laissé sa place chez Pocket. C'est Lucille Gallo qui chapeaute un peu tout ça, et maintenant les personnages non binaires, en tout cas les deux autres qui sont apparus depuis, ont été genrés correctement dans les pages des romans. Merci Pocket, merci Lucille, qu'on avait le plaisir de recevoir dans le dernier épisode de l'Outrider, justement, enfin celui avant celui qu'on est en train d'enregistrer, vous avez compris. Mais effectivement, les choses se diversifient, la galaxie, les gars, elle est vaste, on peut s'imaginer quand même que des gens ont des identités et des sexualités différentes, peut-être même certaines qui n'existent pas dans notre monde encore, après tout. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin dans cette direction-là, du côté de Manon qui a regardé les films et peut-être là elle se dit j'irais bien lire un petit comics ou lire un petit roman là si j'ai un petit peu de temps. Je pense que tu es très occupé comme nous tous, mais est-ce que ça t'inspire? Ah mais clairement, et je regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que là je me rends compte avec ce que vous venez de dire que finalement peut-être que les films principaux représentent finalement plus la réalité que ce qu'on l'imagine, parce que on essaye d'introduire ces sujets LGBT, inclusifs, etc. On ose plus le faire dans la littérature, du coup, parce que c'est moins vu par tout le grand public, et c'est que pour les fans qui accepteraient plus ce genre de choses que dans les films où du coup, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait parfois j'ai un peu ce sentiment de frustration, comme tu disais Thibaut, et en fait de frustration où ils ont essayé peut-être juste de remplir des quotas, je sais pas. J'ai un peu ce sentiment-là pour les films, alors que du coup, s'il y a plus de liberté dans les comics et tout l'univers étendu et les jeux vidéo, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur le pronom, parce que je n'ai jamais entendu ça pour un autre univers. Enfin, est-ce qu'on a ça pour Harry Potter, non, pas du tout, je pense même, et encore moins pour Le Seigneur des Anneaux, ou que sais-je encore. Vous en connaissez, vous, d'autres univers qui exploitent autant cette ouverture politique, sociétale et politique, quoi? Il y a l'univers Star Trek quand même. Ah oui, ouais. Ok. Alors je connais encore moins. Ouais, mais Star Trek, il y a toujours eu justement, et on salue nos amis du quadrant pop qui nous écoutent peut-être, mais qui a toujours eu, oui, ce côté un peu fer de lance pour justement sur le côté représentation, diversité en fait, de manière même générale, parce que c'est en plus un terrain qu'ils ont vachement déserté avec les films de J.J. Abrams et qu'ils ont réinvesti avec les séries qui sont arrivées derrière, où justement, en fait, les fans hardcore de Star Trek, c'est souvent des gens très progressiste, donc en mode en fait le principe c'est que le vaisseau il va dans la galaxie et c'est un flambeau pour le progrès humain, quoi. Enfin je symbolise très rapidement, et j'espère que je ne choque pas les fans de Star Trek qui pourraient car on peut aimer les deux, je tiens à préciser ici, vous n'êtes pas forcément jeté dans l'espace depuis l'Outrider si vous aimez les deux, mais effectivement il y a Star Trek, il y a sans doute pas mal de trucs peut-être un peu moins connus ou qui sont créés en ce moment, où il y a je pense peut-être plus de volonté de créer dès le début des œuvres ce genre, ces autres genres, ces autres sexualités. Après, même maintenant dans les jeux vidéo et tout aussi, tu peux créer des personnages qui sont pas forcément genrés. Enfin, il y a des choses qui changent un petit peu. T'as un autre exemple, Lane? Pardon, je t'ai coupé. Ouais, je pense à toute la saga de romans Percy Jackson. C'est inspiré mythologie grecque, donc tout de suite il y a une forme débridée sur la sexualité avec pas mal de représentations.
Bah ouais, non, c'est plutôt cool. Mais je pense que là-dessus, les univers sont assez nombreux. Dans Mass Effect, il y a les différentes romances aussi que tu peux avoir. Je crois qu'il y a des persos non binaires aussi dans Mass Effect. C'est possible, parce que je connais pas bien cet univers, hélas, mais je pense qu'il y a pas mal de factions et d'espèces qui sont représentées avec leur propre culture et leurs habitudes. Donc c'est très chouette, mais c'est vrai que Star Wars, même si on est toujours un petit peu frustré par moment, a quand même investi ces terrains-là assez rapidement, quelque part, parce que je pense qu'ils auraient pu ne pas, en fait, du tout utiliser ou attaquer ces sujets. Alors, bien sûr, il y a des ratés, bien sûr, il faut faire le distinguo, j'en parlais avec un ami, entre la représentation et la diversité, parce que si c'est juste un perso de temps en temps, et qu'au final, ça mène à rien, peut-être c'est bien, mais c'est qu'un premier pas. Mais un premier pas, c'est déjà peut-être effectivement plus que d'autres. Et puis, ça montre aussi que l'univers est capable de se réinventer de manière plus complète. Et je pense que, comme le disaient Manon et Lane, de toute façon, il y a ce côté, les comics, la littérature, Star Wars est souvent un petit peu à la pointe de ça. Mais même avant, dans l'ancien univers étendu, les trucs un peu... Alors parfois c'était un peu chelou, mais effectivement, comme je crois que c'est Phobos, tu en parlais, la prostitution, tout le côté un peu grim and gritty, où genre ouais, il y a la sexualité dans Star Wars, c'était souvent dans les comics Dark Horse de l'époque, où ça parlait de cul, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais il y avait une énergie sexuelle dans les couvertures, dans les cases, les persos, la façon dont ils étaient dessinés, qui n'est pas du tout celle qu'on avait aujourd'hui, quoi. Mais voilà, les choses changent dans le monde de Star Wars. Toujours fait avec bienveillance, c'est-à-dire que... quand il y a un personnage homosexuel, ah d'accord, oui, très bien, il n'y a pas de forme d'homophobie, il y a des impériaux homosexuels, ça crée pas de problème. Il y a des personnages transsexuels, ils sont pas mégenrés, et quand Han Solo rencontre le fameux personnage non binaire mal genré par Pocket, il va utiliser le pronom Yel sans même réfléchir. Je veux dire, c'est fait tout de suite du tac au tac, et il y a aucune forme de phobie comme on a chez nous. Et oui, et c'est peut-être le distinguo à faire, et je propose du coup qu'on le fasse tout de suite maintenant, avec la deuxième partie de ce podcast, Star Wars dans la sexualité de notre monde. Cette fois, attention, petite gymnastique intellectuelle, les gars, on repasse dans notre monde, et on prend l'exemple typique du fantasme Star Wars, on en a déjà parlé, et je repasse la parole à Manon avec... Slave Leia, ou notre Leia en tenue d'esclave, qui représente un peu le fantasme ultime du geek, je pense, malgré en fait tout ce qu'a pu dire son actrice Carrie Fisher, fatiguée les dimanches matins, le République. Donc qu'est-ce qu'on en pense de ton côté, Manon? Est-ce que tu as déjà rencontré des entrepreneurs qui peut-être proposent ce bikini dans leur collection? Alors non, malheureusement, et c'est vrai que je me suis un peu avancée tout à l'heure directement à vous parler de tout ça, mais du coup on en parle un peu plus maintenant. Non, je n'ai pas rencontré encore d'entrepreneurs qui en ont fait leur spécialité. Par contre, il existe une entreprise qui s'appelle Geeky Toys ou Geeky Sex Toys, qui eux sont spécialisés dans les sex toys à thème très inspiré du coup d'univers fantastique et d'univers de films. Et donc évidemment ils en ont fait une petite collection sur Star Wars, mais c'était que des sex toys, c'était pas, donc on pourrait y revenir après, mais c'était pas les costumes. Évidemment, alors en plus du coup à côté de Talk Podcast, j'ai testé un peu une partie un peu boutique où je sélectionnais plein de produits pour libérer cette parole autour de la sexualité, donc du sex toys aux livres, à la déco, aux œuvres d'artistes pour parler un peu de sexualité plus ou moins directement, parce que la sexualité c'est pas que l'acte sexuel en soi, c'est aussi ses représentations, la nudité, son corps, donc d'où Leia. Et j'ai pu du coup parcourir plein de catalogues de fournisseurs et évidemment des costumes de toutes les couleurs, et même si c'était pas ce que je voulais vendre, mais j'en ai vu, et évidemment les concurrents aussi, tous les sex shops, enfin pas tous mais beaucoup s'amusent aussi à sélectionner des costumes, et Leia est toujours là, c'est peut-être même il doit y avoir un personnage de Star Wars représenté dans un jeu de rôle, ça sera d'abord Leia. Alors au choix, la tenue blanche ou la tenue qui est plus classique entre guillemets, qu'elle porte plus souvent, ou sa tenue bikini d'esclave de Jabba. C'est le personnage principal.
Après, dans les personnages, comme je vous disais tout à l'heure, on a les Twi'lek aussi. Et ce que j'avais remarqué, ce que j'ai entendu aussi dans un autre podcast qui est spécialisé dans la pornographie et qui a fait un petit épisode sur Star Wars, c'est le podcast N'importe Qui. Il parlait du fait que s'il y a aussi peu de personnages, apparemment, dans les pornos ou même dans les jeux de rôle, juste dans les déguisements, dans notre monde réel, c'est aussi dans la difficulté parfois du maquillage. Parce que évidemment, se déguiser de manière sexualisée ou pas en Twi'lek ou en Darth Maul par exemple, c'est un peu compliqué. Donc à la limite, on va les retrouver sous des formats plus d'animation. Ouais, ça coûte cher en drap de se peindre entièrement. Ça peut être vraiment compliqué. Faut assumer le truc aussi, ou faut être très doué en maquillage. Et puis voilà, faut se sentir bien parce que ça va pas être facile de porter tout ce maquillage. Non, c'est clair. Pendant si longtemps. Et donc voilà ce que je peux vous en dire. Après, c'est autant. Évidemment, on manque de chiffres pour la réalité des statistiques sur les jeux de rôle au sein des couples qui se déguisent le plus en quoi. Mais franchement, je peux mettre un fort pari sur si on va sur l'univers Star Wars, c'est Leia d'abord. Après, on peut avoir le truc le plus simple, peut-être le déguisement sexualisé Star Wars de feignasse et fainéant, ça va être juste de mettre un casque. Donc, on choisit Stormtrooper, Mandalorian, Dark Vador, évidemment. Mais du coup, c'est un peu dommage parce qu'on va pas jusqu'au bout de son jeu de rôle. On met juste le casque et on se dessape plus ou moins en dessous. Ça, c'est ce que je peux les gars, vous dire. vous pourriez faire l'armure aussi, franchement. C'est la flemme, quoi. Je pense que c'est un message que tu passes à nos auditeurs, à nos auditrices. Allez jusqu'au bout, quoi. Faites le costume en entier, qu'il se passe vraiment un truc, quoi. Vous pouvez pas juste vous permettre de mettre le casque, quand même. On fait les choses bien ici. C'est déjà pas mal de l'avoir, mais ouais, c'est vrai, moi je trouve ça dommage de pas aller jusqu'au bout. Et c'est aussi, alors, dans vos jeux de rôle, c'est un petit conseil, allez jusqu'au bout parce qu'il faut y croire. Déjà que c'est parfois pas évident de faire un jeu de rôle dans son couple, surtout si c'est la première fois. Mais encore plus, c'est la même critique que je ferais aussi aux productions pornographiques, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, où là du coup, parfois c'est juste des jeux de rôle dans un couple qui ont été filmés. C'est que à force de vouloir trop vite aller dans la sexualité, trop vite aller dans l'action, quoi. On en oublie le contexte. Si on fait un porno autour du thème de Star Wars, autant encore une fois aller jusqu'au bout. Et c'est pas parce que la sexualité, l'acte sexuel commence qu'il faut tout enlever et oublier que là on est en train de faire l'amour avec un Stormtrooper, quoi. Donc parce que parfois ils enlèvent le casque et puis ils gardent quand même le costume en dessous, mais très vite, il n'y a plus rien, quoi. Donc, et il n'y a pas forcément le bon décor qui va avec, par manque de moyens. On n'est pas tous Disney, quoi. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Et je pense que là, pour le coup, je peux vite fait comparer entre la vraie vie, la vraie sexualité de chacun, si on s'amuse à aller là-dedans, et la pornographie, c'est quitte à utiliser Star Wars, autant bien le faire. Voilà. Ok. Eh ben, le message est passé. Mais alors, pourquoi Slave Leia, Phobos ? T'as une idée ? Parce que ça fait des années quand même, on entend parler de ce truc-là. Ça fait des années que la pauvre Carrie Fisher, elle a dit qu'elle ne supportait pas ce costume et qu'on lui avait un peu imposé. Enfin, il y a énormément de... Justement, si on parle de contexte, il y a plein de choses sur ce costume. Après, on choisit pas ses fantasmes. Oui et non. Il y a un imaginaire autour de ça, effectivement. Je repense à cet épisode de Friends, qui est donc l'épisode 1 de la saison 3, qui s'appelle The One with the Princess Leia Fantasy, où Ross veut à tout prix que Rachel porte le costume de Princesse Leia parce que c'est son fantasme ultime. Et au final, elle finit par accepter, sauf que Ross hallucine et il voit sa mère à ce moment-là dedans, donc ce qui est très étrange. Mais du coup, c'est le genre. C'est peut-être un hommage au côté incestueux de Star Wars. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des anecdotes geeks qui font que ça reste effectivement ce fantasme qui est là, qui vient à l'esprit. Et je pense que comme Manon l'a déjà évoqué plus tôt, c'est un peu le combo de la princesse qui est très droite, qui est couverte de la tête aux pieds avec sa grande robe et tout, que d'un coup, on la voit en bikini. En plus, il y a le côté soumise, voilà, ouais, elle est en esclave à ce moment-là. Et je pense que,
pour la plupart des mecs ont retenu ça, quoi. Alors que effectivement, on sait que Carrie Fisher, l'actrice, n'appréciait pas le fait d'être en bikini sur le tournage, et que même pour le personnage, c'est quand même un moment qui est très traumatisant pour elle, et qu'elle finit par tuer Jabba en utilisant ses propres chaînes avant de retrouver une tenue tout à fait, une tenue normale pour elle. Donc c'est vrai que c'est encore une fois, c'est un petit peu, c'est presque dérangeant que ce qu'on retienne de Star Wars, c'est ce moment où elle est réduite en esclavage. Mais je pense que ça tient aussi au fait que sur les premiers films Star Wars, des personnages féminins, il n'y en a pas 35, et que même pour la prélogie, le truc qui revient le plus quand on cherche des fanarts un peu sexy ou quoi, c'est le moment où Padmé Amidala est faite prisonnière dans l'épisode 2 et où elle se retrouve dévêtue parce que son petit haut est déchiré et donc on voit son ventre et ce que j'ai toujours lu enchaînée, comme quoi. un hommage d'ailleurs au costume de Sévère pour moi. Sûrement, hein, parce que sinon Padmé elle est toujours très apprêtée et là c'est vraiment le côté genre crop top, un peu vulnérable, les mains attachées. Voilà. C'est un peu le même délire, quoi. C'est un peu le même délire. Et d'ailleurs, elle se libère elle-même en défaisant ses menottes avec une de ses multiples petites pinces qu'elle a dans les cheveux. Excellente punchline de Obi-Wan Kenobi à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? I think she's on top of things, ou parce qu'elle est au-dessus de la colonne, un truc, voilà. Qui peut aussi être lu, du coup, dans un sens... Bon, bref. Non, mais après, ce qui est intéressant dans ces deux personnages principaux, je trouve, de la trilogie et la prélogie, c'est que tout à l'heure, on a beaucoup parlé des Twi'lek en disant que c'était une mauvaise représentation. Enfin, c'est dommage de surreprésenter la sexualité à travers elle et d'une manière très négative. Et là, pour le coup, certes, on sexualise Leia et Padmé, mais c'est les deux personnages principaux féminins qui sont des personnages féminins forts dans le cinéma par rapport à tout le contexte cinématographique de l'époque. Et donc, c'est peut-être aussi ça. On peut espérer qu'aussi, c'est parce que ce sont des femmes fortes qu'il y a un fantasme autour d'elles et qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles avec elles. C'est ce que j'espère. Enfin, c'est ce que je me dis parfois, ça peut être vu comme ça, quoi. En tout cas, on voit aussi une réappropriation de ce costume d'esclave par plein de cosplayeuses, en fait, qui le reprennent. Et pour le coup, je pense que, ça peut toujours faire plaisir de se sentir un petit peu sexy dans un costume dévêtu, mais il y a aussi tout le background sur le fait que Princesse Leia, c'est une icône pour pas mal de ces nanas-là, et qu'il y a une espèce de réappropriation, on va dire, de cette image qui a été longtemps exploitée plutôt dans un optique de male gaze, pur et simple, et que du coup ça crée un petit peu de trouble, on va dire, dans cette représentation-là, et ça devient intéressant. Tu me tends une perche, donc j'ai envie de te parler de la fanfiction, parce que quand on parle de réappropriation, on pense fanfiction, parce qu'on a déjà écouté le podcast fanfiction d'Outrider, parce qu'on est des fidèles de ce podcast, et c'est normal, parce qu'il est bien. Donc bref, la fanfiction, c'est quoi déjà, un petit peu, Phobos, pour ceux qui auraient pas écouté cet épisode, ma foi. Allez le faire après cet épisode-là. Puis après, vous avez écouté le podcast de Manon, vous avez compris ? Ok, allez, c'est parti. Dis-nous ce que c'est, rapidement. Alors, la fanfiction, très simplement, c'est quand des fans d'un univers écrivent des histoires en reprenant les personnages et les situations qu'on peut voir dans cet univers de base. Et du coup, la fanfiction autour de Star Wars, c'est un truc qui date pas d'hier. Dès les premiers films, il y a eu plein de fanfics qui ont été écrites. Alors, à l'époque, c'était pas sur Internet. C'était dans des petits fanzines qui s'échangeaient sous le manteau et qui étaient imprimés à la maison. Et du coup, dès 1981, il y a notamment la publication d'une fanfic dans un fanzine qui fait scandale parce que c'est une histoire dans laquelle Anne et Leia font l'amour. Et oh là là, attention, c'est scandaleux. Et Lucasfilm n'est pas du tout content. Et donc, il envoie une bonne petite lettre rédigée par ses avocats en disant que c'est en train de entacher la belle image de l'entreprise et que donc, il faut absolument qu'ils arrêtent ça. Bien sûr, les fans... n'ont pas arrêté, mais ça a repris d'ailleurs en 2001, puisque cette fois-ci sur Internet, des fanfics mettant en scène Obi-Wan et Qui-Gon Jinn dans des situations plutôt olé olé. De nouveau, Lucasfilm a envoyé des petites lettres d'avocats, et puis après, devant la multiplication des fanfics qui atteignent plusieurs dizaines de milliers de textes, voire même plus aujourd'hui, ils ont un peu jeté l'éponge, et ils ont dit, bon, ok, allez-y, continuez, faites votre truc, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que sur des plateformes
type Archive of Our Own, on a littéralement des dizaines de milliers de textes de fanfic sur Star Wars, et j'ai fait un petit calcul, il y en a environ 20% qui sont classés comme étant explicites, c'est-à-dire avec des scènes de sexe détaillées, et le couple le plus populaire, est-ce que vous pouvez le deviner d'après vous, Lane, Manon? En ce moment, j'ai envie de dire Rey et Kylo. Exactement. C'est le couple number one, forcément. C'est le couple emblématique des derniers films. Et puis, comme tu disais, Manon, avec le beau Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, eh bien forcément, ça déchaîne les passions. Et le truc assez marrant, c'est que sur des sorties plus récentes, donc par exemple la série The Mandalorian, c'est ce qu'on appelle le Reader Insert qui prend le devant. Et le Reader Insert, c'est simplement quand on ne se cache plus derrière un personnage, mais c'est le lecteur qui est en fait au centre de la relation. Et la fanfiction est écrite avec des phrases du style tu rentres dans telle pièce et tu vois ça et il se passe ça, et donc c'est le un lecteur, peu comme un jeu de rôle finalement. C'est presque c'est du jeu de rôle mais lu, et c'est donc le lecteur avec le Mandalorian forcément, qui est incarné par ce beau Pedro Pascal sous son mystérieux casque de Mandalorian. Mais là ils suivent les conseils de Manon parce qu'ils vont jusqu'au bout, parce que tu rentres jamais chez toi et il y a le Mandalorian, t'es chez lui, t'es dans son vaisseau. C'est vrai que pour satisfaire Manon, en général il y a toujours un petit peu de scénario autour, il y a toujours de la mise en contexte. Parfois c'est des sagas épiques qui font des dizaines de chapitres avec bien sûr des scènes de cul, mais aussi pas mal de scénarios, des scènes d'action. Il faut aller voir plein de personnages, les fanfictions érotiques, quoi, en gros, explicites. Exactement. Okay. Et vraiment, si c'est votre truc, allez voir. En tout cas, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et pour le coup, il y a aussi beaucoup de fanfiction avec des relations homosexuelles. Et qui sont un petit peu les grandes oubliées des films, et surtout c'est une manière d'explorer plein de choses. C'est souvent des femmes qui écrivent pour des femmes, donc c'est aussi un point de vue sur la sexualité qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans les productions mainstream, et c'est souvent aussi une manière de gérer pas mal de traumas. Donc on peut aussi aborder les questions de violences sexuelles, de PTSD, de relations plus ou moins consenties, mais toujours, vu que c'est écrit par des meufs, on évite le male gaze qu'on peut avoir par exemple dans les scènes de viol de Game of Thrones, pour ne citer qu'elle, et c'est vraiment plutôt chouette. Et vu que ce sont des œuvres qui sont un petit peu qui peuvent avoir ce rôle un petit peu doudou. Pour l'anecdote, sachez que le record de pages vues a été battu donc sur ce site Archive of Our Own la semaine dernière, dimanche dernier si je ne me trompe pas. Avec la pandémie, forcément, tout le monde est chez soi en train de lire ces petites fanfics un peu doudou, et de s'imaginer de folles aventures érotiques dans des galaxies plus ou moins lointaines. Mais voilà, je ne veux que vous recommander d'aller checker tout ça si vous êtes curieux. Et si vous voulez aller encore plus loin et que un nouveau confinement vous guette, vous pouvez aller dans le domaine des parodies porno Star Wars, parce que oui, on va en reparler, parce qu'en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et il y a une anecdote assez croustillante, c'est que, vous le savez, Star Wars a eu, en tant que saga, en tant qu'objet filmique, une importance énorme pour l'industrie hollywoodienne, et il se trouve que c'est la même chose dans le porno. C'est-à-dire que Star Wars a pas mal aidé le porno à un moment où il était un petit peu en perte de vitesse, et que sont arrivées les parodies porno, et c'est Star Wars l'une des premières qui a lancé un petit peu cette mode-là, et visiblement ça a pas mal aidé cette industrie-là. Manon peut-être confirmera ou infirmera, mais ça touchait des gens en tout cas qui peut-être dans un premier temps n'auraient jamais mis les pieds dans des établissements, boutiques, cinéma ou même dans des sites porno. Mais là, puisqu'il y avait le côté univers, donc Star Wars, mais on pourrait en citer d'autres parodies, et d'un coup, ces gens s'intéressaient à cet aspect, au porno de manière générale via cette porte d'entrée. Il y avait même un côté un petit peu potache, en mode on va regarder entre potes une parodie porno parce que c'est Star Wars, alors qu'on ne materait peut-être pas tous un film porno tous ensemble. Donc il y a eu un certain enthousiasme de la part de ce public-là, un nouveau public quelque part. Il y a même du coup
eu la naissance par la suite de cuts alternatifs où les scènes porno elles-mêmes sont raccourcies ou voire enlevées. Donc on regarde vraiment pour le côté parodique. Ça devient un petit peu un moment potage parce que comme l'expliquait Manon, voilà, tout le monde n'est pas Disney. Donc les fonds verts, les costumes et les personnages ne sont peut-être pas aussi cool qu'ils le sont dans la version originale de Star Wars. Mais ça peut être marrant et assez... instructif, je dois le dire, je dois l'avouer. Moi j'ai fait quelques recherches pour ce podcast et je dois dire qu'au fur et à mesure des années la parodie Star Wars c'est un genre à part entière parce que ça s'est vraiment spécialisé. Et comme tu disais tout à l'heure Manon, la première parodie elle date de 77, Star Babe, donc ça reprend le scénario d'Un Nouvel Espoir. Et après, on a en 85, donc c'est juste après la trilogie originale, on a Sex Wars qui reprend tous les éléments classiques de Star Wars, y compris le générique avec les lettres jaunes, mais aussi l'inceste entre Luke et Leia qui est explicité et genre en mode c'est pas grave, c'est un film porno donc on peut le faire. Et après, bon voilà, ça va se multiplier et parfois aussi dénoncer. Donc il y a des films qui par exemple se moquent du fait que les scènes porno sont toujours avec la pauvre Leia parce qu'en fait il n'y a qu'un seul personnage féminin dans cette putain de trilogie, tu vois, etc. Jusqu'à maintenant où on est rentré dans une ère où un film sort et sa parodie porno sort quasiment en même temps et on pourrait citer d'autres univers, genre quand voilà, Batman v Superman est sorti au ciné, et l'acteur porno qui jouait Batman a fait un porno avec l'acteur porno qui jouait Superman et donc voilà, ils ont fait le même crossover dans l'industrie porno. Ils ont juste attendu Hollywood pour avoir l'idée et ils l'ont fait, et ils ont parfois même été plus loin que Justice League et consorts puisque d'autres personnages étaient déjà apparus parce que tout le monde a toutes sortes de fantasmes sur toutes sortes de personnages. Et donc voilà, quand Zack Snyder est encore avec sa trinité, et on a une Justice League avec 30 acteurs porno qui jouent des personnages de seconde zone, et ça c'est quand même beau pour les fans et pour les fans de Star Wars aussi. Et ça va très très loin parce que je crois que le dernier en date s'appelle The Last Temptation, donc qui reprend The Last Jedi et même parfois se permet de le corriger. Donc il y a un vrai duel entre Luke et Kylo Ren notamment, qui est censé être un peu plus complet, comme si les gens se disaient ah non mais Rian Johnson c'est pas bien donc nous on va refaire. Donc voilà pourquoi quelque part faire une pétition pour refaire Star Wars 8 ou financer un recut du film en enlevant toutes les femmes quand vous pouvez tout simplement faire votre propre parodie porno avec votre scénario. Voilà, suivez les conseils de Manon, allez jusqu'au bout les gars, soyez honnêtes avec vous-même. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant que j'ai balancé voilà toutes ces anecdotes Manon, qu'est-ce que toi ça t'inspire et est-ce que ça t'a frappé cette densité en fait de parodie porno Star Wars quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup dès le début parlé de pornographie et pourtant c'est pas ma spécialité, mais c'est parce que j'ai été étonnée du nombre de films. J'ai pas le chiffre exact, mais là juste dans mes notes j'en ai presque une dizaine et ça, comme on disait, ça commence dès la sortie du premier film. Donc et encore c'est des films officiels aussi, enfin officiels, qui ont vraiment c'était des vrais projets quoi. C'est pas il y a d'un côté les petits films très très courts, plus ou moins amateurs, et puis après il y a les gros projets, des films de 1 heure à 2 heures et demie juste sur le thème de Star Wars et qui du coup sont pornographiques parce que ils sont explicites sur la sexualité, mais qui voilà, comme tu disais, se permettent d'arranger des choses, de rapporter, ils se font plaisir quoi aussi sur le scénario, et c'est ça que je trouve intéressant et que j'aimerais bien voir. Du coup, je regarderai plus tard sur les autres univers comment c'est fait pour voir si c'est aussi fourni dans l'imagination, parce que là par exemple apparemment ils introduisent, alors encore une fois c'est plus vous qui vous en rendrez compte, mais dans l'un des derniers Star Wars XXX parodie là, qui date de 2012, donc il dure 2h30, ils introduisent des personnages que on n'a pas réintroduits dans le film dans les films originaux. Par exemple, la Sith que devait former Darth Maul, là on la retrouve dans ce film-là apparemment, et ce que je trouve drôle aussi, c'est que tout le monde y passe, je crois, en termes de personnages pour son petit plaisir sexuel. Je me posais la question si on allait avoir du C-3PO. On en a dans le film Starship Heroes, et je crois qu'il est même au centre vraiment des relations sexuelles. Avec les décors et les costumes de l'époque des années 80. Et on a aussi Chewbacca dans pas mal de films. Donc après, ce qui est
peut-être que je vais aller dans des détails sordides et je suis désolée, mais j'ai pas pu m'empêcher d'en remarquer, c'est que par exemple, je me suis posé la question comment ils choisissent la couleur de peau de l'acteur derrière C-3PO ou Dark Vador ou Chewbacca, je comprends pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs films où par exemple ils ont décidé que Dark Vador, ils ont dû faire un jeu de mots, alors que pourtant Dark Vador dans les films originaux c'est joué par Anakin qui est blanc. Là ils ont mis Dark Vador, il a une bite noire. Du coup je suis là, ok, c'était quoi le choix artistique derrière, pourquoi pas, on a le droit d'avoir un Dark Vador noir, c'est intéressant, mais du coup pourquoi le proposer là, enfin je me suis vraiment posé des questions bizarres comme ça en me disant mais qu'est-ce qu'ils cherchent à dire, puisqu'ils ont l'air d'avoir fait pas mal de recherches pour intégrer de nouvelles envies scénaristiques, quoi. Donc voilà ce que je peux vous en dire, c'est tellement fourni qu'il faudrait en faire une vraie analyse poussée, quoi. Donc, mais peut-être qu'on pourrait se retrouver, ou alors ça sera ton podcast à toi cette fois, on se renvoie l'invitation pour une analyse comparative des différents films. Ça se trouve c'est un hommage à James Earl Jones qui est la voix de Dark Vador et qui est noir, alors que les acteurs qui ont joué Dark Vador sont effectivement blancs, mais sa voix est du coup est doublée par un acteur noir. Qui sait, ça se trouve les mecs sont des super fans de Star Wars et ils se sont dit c'est le meilleur hommage qu'on puisse faire. Mais c'est vrai qu'il y a des questions comme ça. Enfin, moi, je sais dans les extraits, les trucs que j'ai trouvés, ou même tu sais les affiches, j'étais en mode mais what, enfin, pourquoi il y a Ahsoka dans Star Wars 7, enfin tu sais il y a des trucs comme ça. Et après tu regardes, tu retrouves le scénar du film et les mecs trouvent une vraie justif, tu vois, en mode genre bah non c'était normal, fallait la prendre elle, tu vois. Et c'était déjà l'époque où je travaillais sur Comics Blog, quand on a vu BVS notamment, on se moquait du fait qu'ils galéraient à introduire les différents personnages de la mythologie DC et tout, que c'était hyper long, fallait tout le temps expliquer. Alors que tu vois dans le truc de porno c'était en mode genre bah ouais Batman et Superman, la Justice League, et puis tel perso il arrive comme ça parce qu'il a des pouvoirs magiques et ta gueule, enfin tu vois. Et les gens sont en mode ah bah ouais c'est une parodie, je m'en fous, mais à la base ils trouvent quand même une justification, c'est juste qu'elle est légère, mais ils se disent pas juste bah le perso rentre dans la pièce, tu vois, c'est en mode bah je sais pas si il a tel pouvoir, c'est comme ça qu'il va rentrer dans la pièce, c'est tel pouvoir qui font partie aussi du fantasme, tout a l'air plus réfléchi finalement qu'on ne pouvait l'imaginer, mais je pense que c'est aussi parce que il y a des grandes enseignes du porno comme du coup Digital Playground que j'avais noté là dans mes notes, qui du coup bah, ont des budgets et ont des films de plusieurs heures, quoi. Donc j'imagine que ça incite les gens à prendre le truc entre guillemets au sérieux, ou en tout cas à se donner à fond dans la chose. Après c'est vrai que l'histoire de Star Wars et des parodies porno, on pourrait pas résumer tout ça dans ce podcast seul, et on pourrait même aussi citer Zack and Mary Make a Porno, le film de Kevin Smith où il s'agit de dans les deux héros du titre vont faire une parodie de porno de Star Wars. Donc en fait, c'est-à-dire que la parodie porno de Star Wars est même connue au-delà du milieu de la parodie porno, c'est-à-dire que les gens s'en amusent, et voilà, Kevin Smith en a fait un film, donc tout est possible. Allez voir ce film pour voir un petit peu comment des nerds peuvent fantasmer sur Star Wars pendant plusieurs années jusqu'à en faire un film. Est-ce que vous avez fait des films, vous, de votre côté, ou est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être passer aux objets qui sont eux aussi inspirés des films? Lane, il rigole, donc je sais pas, il est en train de se dire que quelque part, toute cette connaissance historique pourrait lui servir à être consultant sur des productions. C'est sûr. De film porno Star Wars, ouais. Bah non, mais il y a une expertise à valoriser. Je pense que tu peux créer ton poste chez pas mal de boîtes de prod là. C'est clair. Il y a visiblement, en tout cas, il y a un marché. Est-ce qu'il y a un marché pour les objets inspirés de films? Manon, tu nous parlais un petit peu des catalogues que tu avais pu voir, mais du coup peut-être que tu avais d'autres anecdotes croustillantes et d'autres sujets à aborder. Bah, j'ai été un peu déçue, j'avoue, parce qu'évidemment j'en avais déjà entendu parler des fameux God sabre laser. Après j'ai vu des wands Dark Vador. Alors des wands, c'est quoi? Les wands, ça veut dire baguette magique, c'est une forme de sextoys qui à l'origine était un masseur pour le dos qu'on retrouvait chez La Redoute, même à l'époque dans les années 70, quoi, mais qui s'est très vite été détourné pour être un stimulateur clitoridien, et donc du coup c'est vraiment la tête qui est vibrante, et donc forcément la tête est
représenté par le casque de Dark Vador, donc un peu classique, un peu plus original et que j'ai pas mal aimé, c'était ce qu'on appelle un gag ball, l'étoile de la mort, donc c'est un bâillon avec une boule, et la boule pour la bouche représente l'étoile de la mort. Et en fait, ce petit objet fait partie d'un ensemble de kits un peu aventure galactique BDSM. Donc ça, c'était peut-être les produits les plus développés qui étaient vraiment conçus ensemble, quoi. Donc tout ça, c'est toujours la marque Geeky Sex Toys, il me semble. Après, là où j'ai eu un peu plus de mal, clairement, c'est au niveau du God Yoda. Parce que bon, qui a envie de voir la bite de le pénis de Yoda, enfin c'est un peu dommage, genre, surtout qu'il est très réaliste avec testicules et qu'il n'a rien à voir avec Yoda à part du coup la couleur, et il pourrait plutôt appartenir à Hulk, sauf si Yoda en a une plus grosse que sa main. Donc voilà, c'était vraiment les réflexions que je me suis faites. Et ou alors elle a vraiment je sais plus comment on appelle ça, un écart, un ratio important entre au repos et en érection. Mais bon, voilà, c'est des questions un peu existentielles, pas forcément utiles. Ensuite, il y a C3PO butt plug. Et là, C3PO, il n'est pas content, quoi. Il y a sa petite tête à peine en relief qui ressort. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un plug, c'est un petit bijou qu'on s'insère dans l'anus pour stimuler soit sa prostate, soit pour compresser un peu sa paroi vaginale pour avoir un peu plus de stimulation lors de la pénétration vaginale. Et du coup, on voit C3PO qui peut sortir d'un anus et qui n'a pas l'air tout joyeux, mais l'objet est très beau. Il est tout doré, comme C3PO, voilà. Donc... Mais il y a quand même ce passif qui ferait de C3PO un personnage gay, donc c'est pas innocent de le mettre sur ce type de C'est vrai, j'avais pas pensé à ça en effet. Après, le plug n'est pas, en tout cas dans la forme de plug que j'ai vu, c'était pas c'était pas un stimulateur prostatique, donc pour moi c'était pas pensé que pour une pratique homosexuelle entre hommes, enfin avec prostate. Donc c'est vrai que j'ai pas fait ce lien, ouais. Mais en effet, peut-être, ouais, parce que peut-être que voilà, les gens comme dans les parodies porno se disent tel perso. Mais même ce que tu dis sur Yoda est super marrant parce que je pense qu'il y a presque un côté là aussi parodique, je sais pas si c'est le terme, mais tu te dis du coup je vais prendre le plus petit personnage que je peux trouver avec la plus grosse bite possible, ce qui est très étrange comme réflexion, mais amusante. En tout cas, d'après le sourire de Lane, c'est amusant. Ouais, et je finis, il m'en reste plus beaucoup, vous inquiétez pas. Au contraire. Il y a le fouet. On prend des notes. Il y a le fouet sabre laser. Il a pas l'air incroyable parce que je sais pas, les lanières j'en ai pas trouvé d'autres, mais les lanières ont l'air très souples, donc je pense que c'est plus ça faisait plus accessoire parodique, peut-être de déguisement que vrai fouet dans un cadre relation sexuelle, BDSM, mais à tenter. Et là je suis désolée, j'ai oublié de chercher ce matin. Il y a quand même un masturbateur hand, désolée pour mon accent, solo, donc pour Han Solo, et il est représenté par donc une sorte de fourreau pour faire un masturbateur, donc ce qu'on appelle aussi communément une chatte de poche, par le moment où Han Solo est... j'ai pas le terme technique Star Wars, je suis désolée, il est pas congelé, il est dans la carbonite. La carbonite, voilà. Et donc, nice. Voilà, et donc là je me suis dit, c'est peut-être un peu plus recherché, c'est peut-être un peu plus original, même si l'objet m'inspirait pas confiance pour un masturbateur, mais au moins l'idée de design était originale. Donc voilà, c'est principalement ça que j'ai vu. Et après, en termes de prix, dès que ça peut être assez cher, ça peut aller jusqu'à 143 € pour un Vibe Trooper. Ah oui, donc ça c'est encore une autre version de God, vibrant ou pas vibrant. Il y a aussi R2D2 qui y passe évidemment, mais ce qui m'inquiète plus, c'est que c'est juste la qualité des produits. Bon, ça, c'est moi qui chipote, mais c'est vraiment important quand on achète un sex toys de faire attention à la qualité, que ce soit du silicone médical ou alors du verre, du bois, de la céramique, ce que vous voulez, mais vous insérez pas n'importe quoi, même si c'est du Star Wars.
voilà. Un beau message pour terminer cette liste. Mais ouais, effectivement. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation parce que pour le coup, ouais, n'envoyons pas les gens vers n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi ce côté, tu sais, c'est potache, donc c'est un peu cheap, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ils se prennent pas vraiment au sérieux, donc faut faire attention à ce qu'on cherche. Il n'y a pas encore l'équivalent des gammes pour collectionneurs Star Wars, tu sais, où en tout cas, j'ai pas trouvé. Peut-être que j'ai pas assez cherché, peut-être plus en anglais. Et encore, non, c'était une boutique anglaise ou américaine. Mais ouais, je trouve qu'il manque un côté... Voilà, c'est sérieux, quoi. Non, l'univers des fans de Star Wars. Donc, du coup, tous les personnages qu'on peut avoir autour de Star Wars, comment on appelle ça, les figurines, etc. C'est hyper bien fait, c'est hyper travaillé, c'est fabriqué dans de bonnes conditions normalement. Donc, pourquoi on pourrait pas faire la même chose pour les sex toys? Voilà. Donc, c'est vrai qu'il manque ce côté... quitte à faire des produits dérivés, il faut aussi que ce soit contrôlé à ce niveau-là, je pense. Bah ouais, complètement. Qu'est-ce que ça t'inspire, Phobos? Non, mais je pense surtout que c'est rien d'officiel et que, à mon avis, si un fabricant se lance dans un truc un petit peu trop quali, qui justement pourrait passer pour du officiel, il va se prendre FISA 2-3 lettres des avocats de Disney. Donc forcément, ça limite un petit peu. Mais c'est vrai que même en cherchant un peu de mon côté aussi, j'étais curieuse de voir ce qui se faisait. J'ai trouvé assez peu de choses ou de choses connexes parce que, par exemple, sur les univers de fantasy, il y a des fabricants hyper connus qui font des trucs avec genre des bites de dragon et tout, mais vraiment très quali. Et là, sur le thème Star Wars et tout, il n'y a rien. Enfin, sur le thème de la galaxie ou quoi, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de licence, il n'y a pas de licence sur les dragons, ou sur des tentacules, ou sur des personnages fantastiques un peu plus génériques qu'on va retrouver partout, quoi. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura une version Star, tu sais, comme sur Disney+, donc on aura une version porno ensuite, tu vois, donc comme ça on pourra avoir des productions et des objets de qualité. Je mentionne quand même le truc qu'on a vu à Galaxy's Edge, donc à Disney World, c'est que vous pouvez acheter les menottes officielles du First Order. Voilà. Qui sont rembourrés et tout, donc c'est censé être vendu aux enfants, mais je pense qu'il y a 2-3 personnes qui détournent un petit peu. C'est d'ailleurs même un détournement assez connu dans la communauté, que c'est toutes les fangirls qui achètent ce truc-là, et qu'il y avait eu des vidéos à Galaxy's Edge où t'as des meufs qui venaient en prendre pas par paquet de 30, mais bon, c'était quand même, ça s'adressait plutôt à ce public-là. Ça se trouve, ils en sont très conscients, hein. Il y a un côté très cynique parfois dans des grosses boîtes, on ne sait pas. Hein. C'est vrai. Et ils te vendent la petite casquette aussi du First Order pour mettre sur la tête de ton copain. Bah, comme voilà. ça, il peut t'arrêter. Non, t'as l'uniforme aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Complet. Hein. Donc voilà, comme disait Manon, vous arrêtez pas au couvre-chef. Hein. Mais non, mais après, c'est vrai que les frontières sont un peu brouillées. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'écrivais pour Sci Fantasy, j'avais fait un article sur un mec, je crois que c'était en Belgique, qui avait un Love Hotel, et en fait, il faisait des pièces thématiques, et donc il voulait faire une pièce thématique Star Wars, et en fait limite même l'idée c'était même de proposer ensuite des travailleurs et travailleuses du sexe professionnalisés dans justement l'incarnation de tel ou tel personnage, tu vois. Donc ça allait vraiment très loin. En parallèle, depuis chez Disney, on va te faire un hôtel Star Wars où tu sors jamais du roleplay. Et en fait, t'as vraiment un truc. Enfin, je suis désolé, bien sûr que t'as envie d'aller avec ta famille, mais si t'es un fan de Star Wars, t'es en mode yes, je vais y aller avec ma copine ou mon copain, et on va se faire un petit kiff. On va le soir dans ton vaisseau, tu vois, t'as pas de fenêtre et tout. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance. Tout le monde n'a pas. C'est vrai. Contrairement, à notre ami. Hyperdrive, on n'a pas une pièce spéciale Star Wars, tu vois, donc on a besoin parfois d'aller en Floride pour se faire un petit kiff. Ça fait cher le kiff, en ce moment c'est un peu compliqué, mais à terme c'est important de se faire plaisir quand même. Je pense que c'est important. Donc je vous propose qu'on conclue tranquillement et avec une question un petit peu vaste, mais qui va nous permettre, j'espère, un peu d'englober le sujet, pour savoir si finalement dans Star Wars on peut représenter une sexualité bienveillante qui serait pas forcément celle d'un couple ou de gens mariés ou équivalents à Han Solo, Leia, qui font des enfants. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible et que même c'est souhaitable? Puis après, on pourra embrayer sur ce qu'il reste à faire ou à voir selon vous. Et je vais donner la parole à Lane pour commencer. Je pense que aujourd'hui il y a encore du travail à faire dans Star Wars, mais la faute n'est pas forcément à Star Wars, c'est que aujourd'hui il y a par une grande portion de la population
une sexualité hors mariage est pas forcément bienveillante. Encore aujourd'hui, c'est pas encore considéré comme quelque chose de forcément bienveillant. Multiplier les plans cul, etc., les sex friends, etc. C'est pas encore quelque chose de forcément accepté par tout le monde. Donc à moins qu'on s'appelle Lando Calrissian et qu'on soit un briseur de cœur, sinon c'est pas forcément bien vu. Donc c'est pas la faute de Star Wars, c'est plus une vision puritaine dans une grande partie de la population. Donc finalement un méchant dans les films peut avoir ce genre de comportement parce que c'est considéré comme quelque chose de mal, malheureusement, mais pour un gentil hors mariage, c'est non. Et donc c'est peut-être un peu pour ça que les seules représentations qu'on a dans les films, c'est quelque chose, c'est les slaves Leia chez Jabba, donc c'est que chez les méchants parce que la seule manière de représenter une forme de sexualité, c'est en la rapprochant de mœurs considérées comme sales et donc chez les méchants. Donc oui, il y a du travail à faire pour montrer que la sexualité bienveillante, ça existe dans plein de types de sexualité, comme Manon doit en parler très souvent dans son podcast. Mais Star Wars, comme tout à chacun, doit faire sa part et montrer que tout ça est possible et qu'un personnage gentil n'est pas forcément asexué. Yes, Phobos. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec ce que Lane vient de dire. Et en fait, j'ai envie de te dire, même au sein d'un couple, ça serait intéressant de montrer une forme de sexualité assez bienveillante. Parce qu'au final, même entre Han et Leia, c'est quand même très... Enfin, Han a une position très agressive. Hein, quand on revoit certaines scènes de flirt des premiers films, c'est pas forcément hyper reluisant. Ou alors, ce qu'on voit dans les couples, c'est assez tragique. On pense à Ben Solo... qui meurt bien sûr, mais aussi par exemple Obi-Wan qui a une relation avec Satine, et Satine finit par mourir aussi. On ne sait pas trop si l'union a été consommée ou pas, mais il n'y a pas vraiment... Et puis je parle même pas d'Anakin et de Padmé, bien sûr. Ouais, exemple un peu has-been, vu et revu. Allons dans les détails. Mais qui est aussi très tragique, et comme le soulignait Manon, quand t'as 14 ans, t'es là, oh là là, il est trop beau Anakin, et après tu comprends qu'en fait le mec c'est un vieux stalker et qu'en plus il y a cette différence d'âge qui est un peu chelou entre les deux, enfin qu'il n'y a pas grand chose qui va vraiment dans cette relation. Et c'est un petit peu, certes c'est effectivement des choses qui existent dans le vrai monde, mais ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans des représentations assez bienveillantes, et je pense notamment là sur la dernière trilogie, pour moi ils sont passés vraiment à côté d'avoir une relation par exemple entre Finn et Poe, qui aurait été un truc assez chouette à voir, déjà parce que c'est une relation homosexuelle qui aurait été entre des personnages principaux, ce qu'on n'a jamais eu dans un film Star Wars, et ces deux personnages qui sont adultes, qui se soutiennent, qui s'apprécient, qui sont à peu près sur un plan d'égalité de ce côté-là. Donc ça aurait été une occasion, je pense, de représenter une relation à peu près saine entre deux personnages. Mais c'est pour ça que je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont faire dans les futurs films, dans les futures séries aussi, parce que ça sera l'occasion d'explorer un petit peu plus tout ça. Mais c'est vrai que par exemple, jusqu'ici, on a eu 2 saisons de The Mandalorian et par exemple 0 perso LGBT à l'horizon. Donc voilà, on espère vraiment qu'ils vont passer la seconde. Et puis des petits scandales à droite à gauche quand même sur les questions de genre et d'identité de plusieurs personnes au casting, quoi. Donc effectivement, ça simplifie pas les choses. De sorties transphobes de certains acteurs, actrices en l'occurrence. Ouais, je pense j'espère qu'il y aura une représentation un petit peu plus positive et optimiste en fait de la sexualité et des relations amoureuses, en tout cas dans l'univers Star Wars. Manon. Tout à fait d'accord avec vous, difficile de rajouter autre chose. Moi je me dis que, j'avais noté que c'est vrai que c'est difficile pour Disney maintenant de faire des choix plus engagés, parce que mine de rien, oui, la sexualité c'est politique, et surtout quand on est une grosse saga comme Star Wars. À la limite, moi ce que j'attendrais c'est peut-être
une relation amoureuse un peu plus claire et à la limite ne serait-ce qu'une demande de consentement pour un bisou, quelque chose comme ça, je sais pas, moi je trouve que ça pourrait très bien passer auprès d'un jeune public et ça serait déjà énorme en fait parce qu'on en voit tellement peu. Donc moi j'avais pensé juste à ça en me disant ça, peut-être que Disney peut se le permettre et c'est pas trop engagé. Et après, oui, de la sexualité sous-entendue, il n'y a pas besoin de montrer quoi que ce soit en soi, mais on peut quand même parler de sexualité sans la montrer avec des vraies relations de tout type d'orientation, quoi. Donc voilà, au moins par la parole, par le dialogue, ils peuvent faire quelque chose s'ils ne peuvent pas le montrer. Très bien vu. Eh bien, ma foi, mes chers amis, je vous propose qu'on se quitte sur cette note un petit peu optimiste, ce qui me fait plaisir, ce qui est très Star Wars dans l'esprit. Mais avant ça, autre truc très Star Wars dans l'esprit, la famille, n'est-ce pas ? La famille était à bord de votre Rider aujourd'hui. Lane, où est-ce qu'on te retrouve ? C'est quoi ton actu en ce moment, à part dégivrer des machines intergalactiques qui permettent de voyager ? Non, ça c'est ta vie professionnelle, on ne va pas la détailler tout de suite, mais ta vie Star Warsienne ou même pop culture, parce que je sais qu'en ce moment tu es en train de découvrir pas mal de comics Marvel, je vois sur les réseaux sociaux. Je te suis, je suis un peu stalker comme Anakin, attention à toi. Donc dis-moi tout. Vous pouvez donc me retrouver sur Twitter @lainangsu avec 2 O à la fin. J'officie toujours sur Star Wars Universe, sur toute la littérature Star Wars. Donc en ce moment, très gros morceau avec The High Republic, la Haute République, qui est déjà arrivé chez nous en France. Je le rappelle, à peine 2-3 mois après les sorties VO. Alors si jamais vous n'avez pas encore mis les mains dessus, foncez. C'est vraiment de qualité très haut level, donc essayez, vous verrez, vous serez pas déçus. Et sinon, oui, comme tu le dis, en ce moment j'essaye de décortiquer un peu l'univers Marvel parce que comme on parle de sexualité, Star Wars, j'ai toujours eu du mal à trouver un perso auquel m'identifier à cause de mon homosexualité et j'ai jamais eu un personnage que je me disais celui-là il est fait pour moi. Heureusement dans l'univers comics Marvel, j'ai trouvé mon compte et ça m'a donné envie d'explorer un peu plus cet univers-là. Notamment en ce moment, je me farcis tout l'univers X-Men parce que je vois vraiment une belle allégorie sur le rejet des mutants dans le monde des comics, avec le même rejet que moi j'ai pu avoir à cause de ma sexualité, et je trouve des parallèles très intéressants dans tout ça, et donc c'est pour ça que je m'intéresse énormément à cette grande saga qui est la saga des X-Men. Mais je suis content de te l'entendre dire, et tu as toujours été un grand X-Men pour moi, donc je suis content que tu aies trouvé ta famille. Phobos, c'est quoi l'actu de ton côté ? On peut toujours me retrouver sur Twitter et sur Instagram @phoboscosplay, et vous pouvez m'entendre dans le dernier numéro de Happy Hour où je parle waouh, avec l'accent et tout. Ouais, t'as vu, de la série Dickinson que je vous recommande, et du documentaire sur Britney Spears qui s'appelle Framing Britney Spears. Et pour l'anecdote, si vous cherchez la tête de la Jedi Siri Tachi, eh bien vous verrez que c'est Britney Spears. Comme quoi, tout est lié dans le monde geek. Tout est lié, ouais. Et surtout que Dickinson parle d'une héroïne qui est LGBT. Tout à fait, ça parle de Emily Dickinson, qui est une vraie poétesse américaine, qui était a priori bisexuelle, et donc c'est très bien représenté dans la série. Ok, voilà, vous avez un programme complet avec Phobos, et on va terminer par Manon. Dis-nous tout sur ton podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes occupations en ce moment, à part rester chez toi, rentrer avant 19h, enfin voilà, des trucs réjouissants quoi. Oh non, moi ça va, ça change pas grand-chose le confinement pour moi, j'aime bien travailler à distance. Du coup, le podcast a commencé sous le premier confinement, donc voilà. C'est Tolku Podcast, Entreprendre dans la sexualité, et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, quasiment, Deezer, Spotify, Apple Podcast principalement, et surtout sur Instagram, ça sera Tolku-univers, où vous avez quasiment toute l'actualité, et qui renvoie sur mon site où il y a le podcast, les articles de blog, et puis encore quelques produits de la boutique qui va bientôt être toute changée et renouvelée, donc restez attentifs, il y aura peut-être des offres intéressantes
intéressantes si vous voulez découvrir votre sexualité à travers des objets, que ce soit des livres ou des sextoys. Il n'y a pas que des sextoys sur Talk Store. Donc c'est ton propre univers, il y a un peu un côté transmédia comme Star Wars. Tu as commencé avec un podcast, maintenant il y a aussi une boutique, il y a le Instagram, tu développes ça sur toutes les plateformes. C'est ça, c'est un peu une plateforme multimédia, je pense. Je cherchais un peu le meilleur moyen de libérer cette parole. Et les dernières choses que j'ai vraiment développées, en fait, et que j'ai oublié de vous dire, et c'est vraiment une vraie actu pour le coup, c'est les webinars, parce que j'adore les podcasts, mais je trouvais que ça manquait un peu d'interaction, en fait. Et je voulais que les auditeurs, auditrices puissent interagir et poser leurs questions ou parler de leurs expériences et témoignages. Et du coup, j'ai lancé des webinars sur différentes thématiques que j'ai essayé d'être à peu près logiques. J'ai commencé par la masturbation avec une sexologue, donc qui est souvent notre premier rapport à la sexualité. Ensuite, la contraception du futur. On a beaucoup parlé de contraception masculine. Et là, dernièrement, c'était sur le slow sex. Et le prochain, alors un peu, pas à l'opposé, mais différent du slow sex, sur une pratique du BDSM qui est le shibari, donc l'art d'attacher à la japonaise, peut-être son approche la plus artistique. Et pour ça, je fais intervenir à chaque fois des experts sur le sujet. Donc là, c'est 2 personnes qui ont monté l'école des cordes à Paris. Ça permet de démystifier un peu ces sujets, d'en parler sérieusement et de voir que c'est accessible à peu près à tout le monde, mais qu'il ne faut pas aller n'importe comment. Donc, et de libérer la parole sur la sexualité sur plein de sujets différents. Donc voilà. Eh ben, merci pour tout ça, merci pour les travaux, merci pour essayer justement de libérer la parole. C'est un peu ce qu'on a voulu faire aussi dans ce podcast. Vous l'avez compris, enfin en tout cas je l'espère, hein. L'idée n'était pas non plus de dire les parodies Star Wars c'est trop marrant et sexualité, moi aussi je fais le sexe et ne pas en parler. Donc voilà, j'espère que vous avez vu qu'on a essayé d'en parler, de nous mettre un petit peu à nu. Quel est notre rapport avec la sexualité et Star Wars, parce que c'est 2 choses qui font partie de nos vies, car nous sommes des êtres humains comme vous autres, chers auditeurs et chères auditrices. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un max d'étoiles sur Apple Podcast, à nous partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui fait beaucoup dans la diffusion au plus large public de cet épisode. Et puis bien sûr, on vous retrouve très rapidement pour un nouvel opus de l'Outrider. Alors il y a 2-3 trucs en préparation, et notamment sur la Haute République, puisque c'est un gros dossier comme le suggérait Lane. Et je pense, sans m'avancer, qu'on retrouvera Lane pour discuter de tout ça, parce qu'il le fait déjà avec la distinguée concurrence de Faucon Millennial qu'on salue. Donc autant effectivement utiliser notre historien, à qui d'ailleurs on rappelle que tu devrais vraiment essayer de te mettre en consultant sur plusieurs prods, parce que je pense qu'il y a un petit bifton à prendre. Voilà. En attendant, ce podcast était gratuit, donc voilà, vous pouvez le payer en faisant des petits, un petit RT, un petit like, un petit truc comme ça, ça aide. N'oubliez pas d'aller suivre Lane, Phobos et Manon. Et d'ici le prochain épisode, je vous embrasse et que la force soit avec vous. Ciao. Salut. Ciao. Bonus. Trax.